Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode des webinaires éco-conception organisés par Écosystème en partenariat avec le pôle éco-conception. C'est la rentrée, bienvenue. Vous allez voir, c'est un webinaire un peu particulier, un petit webinaire d'inspiration. Donc, je me présente, je suis Samuel Mayer, je suis le directeur du pôle éco-conception, qui est le centre d'expertise national sur la performance du cycle de vie, et on travaille en collaboration, on est soutenu par l'ADEME sur ce sujet. Alors, ce webinaire, comme d'habitude, il était co-organisé par nos super experts. Alors, quand j'entends par super experts, bien entendu, d'écosystème, Axel Roy et Guillaume Audrin, voilà, tous les deux experts environnement au sein d'écosystème. Salut les gars, vous êtes perdus là? Bonjour. Je vous vois Bonjour à pas. tous. Vous avez mis les caméras, non? Oui, Ouais, alors c'est normalement, bon, oui. tu ne dois pas vous voir. Bon, Mm. j'espère que tout le monde vous voit par ailleurs. Bon, au moins on vous entend et on verra ça tout de suite après. Alors, je rappelle en deux mots, comme à chaque fois, ce qu'est écosystème, hein, c'est un éco-organisme, c'est-à-dire une entreprise d'intérêt général à but non lucratif, avec, enfin, c'est agréé par les pouvoirs d'État. Donc, écosystème œuvre à l'allongement de la durée de vie des équipements électriques électroniques ménagers, ainsi que ceux des professionnels, les lampes et les petits appareils extincteurs. Alors, le sujet du jour, c'est un sujet qui me tient un peu à cœur parce que voilà, j'avais lu des livres, Il y aura des choses légères de Thierry Casazian, même des bouquins d'inspiration voilà, de Pierre Rabhi sur la sobriété heureuse et tout ça. Et là, on va rentrer dans le cœur du sujet, la sobriété. Donc, on entend pas mal parler dans les médias, plus qu'avant, c'est vrai. Dans les discours politiques, Macron on a un petit peu parlé, mais on reviendra dessus pendant le webinaire. Auparavant considéré comme un mot tabou, la sobriété commence un petit peu à s'imposer, surtout en temps de crise comme aujourd'hui. Et on a beaucoup parlé de sobriété énergétique, par exemple l'hiver dernier, dans le contexte de la guerre en Ukraine, ou à chaque été pour les problématiques d'eau on peut rencontrer en France, mais aussi à l'international. Mais le concept de sobriété est en réalité c'est bien plus vaste. Et on reviendra justement un petit peu sur les bases de la compréhension, même sémantique du sujet aujourd'hui. Puis on ira jusqu'à du technique et on va le contextualiser, bien entendu, au bien d'équipements électriques et électroniques, puisque c'est l'objet de nos webinaires. Alors, attention, il va falloir vous accrocher, hein, parce qu'aujourd'hui, on a des intervenants, on va dire, de haut niveau. On a Benjamin Combe, doctorante de la chaire mine urbaine, mine Paris, alors tu m'as noté PSL, mais de l'Université Paris-Dauphine. Alors, j'espère que je n'ai pas écorché le mine Paris PSL, là. Tu me confirmes? Salut Non, Benjamin. non, c'est bon. Tout est bon. On aurait dû le réviser avant. Mhm. Et avec nous, on a aussi Chloé Steu, professeur assistant à l'école polytechnique, qui nous parle, elle, pour le coup, plus de la partie marché, mais on reviendra un petit peu dessus. Et puis, on va vous secouer Adrien Montagu, roman, cofondateur de Common, voilà, comment réfléchir autrement les produits électriques et électroniques et leur usage. Salut, Adrien. Oui, bonjour. J'étais perturbé par le fait que on ait une intelligence artificielle qui prenne des notes automatiquement dans le chat là. Du coup, je cherchais ce genre de détails là. Voilà. Bonjour. Alors, c'est par erreur, ne devrait pas être le cas. Et justement, j'en viens sur les règles. On n'a pas prévu de revenir et de faire l'ensemble de la description du webinaire, mais par contre, vous recevrez, bien entendu, comme pour chaque webinaire, le diaporama et puis l'enregistrement sera mis à disposition sur la chaîne YouTube Éco-Conception d'Écosystème. Donc, vous recevrez une petite notification. Laissez-nous quelques jours le temps de l'organiser. Alors, les règles aussi, c'est bien entendu, l'idée c'est d'être un petit peu interactif et de pouvoir discuter entre nous. Vous avez le chat, n'hésitez pas à mettre des commentaires et autres. Par contre, si vous souhaitez poser des questions auxquelles vous aimeriez avoir des réponses, pensez bien à passer par alors je dis en français pour ne pas avoir d'habitude, le Q et R, le Q en R. Bon, on va dire comme ça. Alors, on est bien chargé aujourd'hui, donc je propose peut-être qu'Axel, tu prennes la main, puis que tu contextualises un petit peu tout ça, notamment que la présentation de la chaire mine urbaine sur laquelle vous travaillez. Oui,
Merci Samuel. En effet, on a pas mal de travaux autour de la sobriété qui s'inscrivent dans le cadre de la chaire. Donc voilà, je proposais tout simplement d'introduire cette chaire mines urbaines dont vous avez déjà beaucoup entendu parler dans le cadre de nos webinaires, mais qu'il me semble que nous n'avons jamais présenté. Donc ça nous semblait être l'occasion parfaite. Hop. Au lieu de couper le micro, je vais passer la slide. Hop. Dans le cadre, le contexte de cette chaire, on a plusieurs aspects qui viennent donner du contexte à la chaire. Oups, pardon. Des aspects réglementaires qui sont venus donner ce cadre autour de la prolongation de la durée de vie des équipements, notamment notre bien-aimée loi AGEC, qui est venue renforcer le rôle des éco-organismes autour de la réparation, du réemploi et des fonds associés, qui sont venus proposer aux producteurs de réaliser des plans de prévention des déchets et d'éco-conception, de renforcer l'affichage environnemental, et puis qui nous ont demandé, nous, en tant qu'éco-organisme, de travailler sur la traçabilité des déchets et des fractions associées dans les centres de recyclage. On a aussi plus d'affichage environnemental qui est demandé, notamment autour des fiches de qualité et caractéristiques environnementales des produits sur les équipements ménagers, où on va venir parler d'indices de réparabilité, de durabilité, de mention de recyclabilité, de présence de métaux précieux, de terres rares, de substances dangereuses et de matières recyclées. On parle aussi du CRM Act, le règlement autour des matières premières critiques, qui vient renforcer les objectifs de recyclage autour des métaux critiques ou bien de notre dépendance, nous, en tant qu'Européens, à ces substances qui sont si essentielles à la fabrication de nos équipements électriques et électroniques et à la souveraineté de notre continent sur ces différents enjeux. On a également un arrêté sur les PFAS, qui sont des substances dangereuses, donc des substances perpolyfluoroalkylées, qui viennent également eh bien, apporter des sujets de recherche qui peuvent être intéressants de creuser dans notre filière des équipements électriques et électroniques. D'un point de vue technologique, on a aussi un foisonnement de différentes solutions qui ont un impact pour améliorer eh bien, les différents procédés, les différents enjeux autour de nos filières. On va venir parler d'intelligence artificielle, de robotique, de mécatronique, de blockchain, de polymères, conducteurs intrinsèques, de plastronique ou encore de réemploi à la fois de pièces détachées ou de composants. Et donc, quand on met un petit peu tout ça en perspective, on se rend compte qu'on a un vrai besoin d'évaluer nos impacts sur la filière, d'anticiper également ces impacts et puis d'utiliser le cas échéant cette évaluation pour pouvoir nous améliorer. On a aussi un vrai besoin de consolider notre expertise sur nos métiers dits historiques. On parle beaucoup du recyclage des métaux et du recyclage des plastiques. On peut aller encore plus loin sur les métaux stratégiques ou sur le recyclage de plastique. Et puis travailler sur des aspects d'économie circulaire et d'éco-conception. En lien avec tout ça, on a ce qu'on appelle une mine urbaine. Une mine urbaine, ça va être le gisement de matières premières à partir de déchets urbains. Donc tout ce qu'on va avoir chez nous ou dans nos déchetteries qui constituent nos électroménagers, qu'on va pouvoir venir, enfin tous nos équipements électriques et électroniques, dont nos appareils électroménagers qu'on va pouvoir venir recycler, réemployer, réutiliser, par exemple. Donc, dans ces mines urbaines, en contradiction avec les mines traditionnelles, là où on pourrait venir creuser dans le sol, dans la terre, pour venir chercher des métaux, des minerais, là, cette fois-ci, on va chercher dans ce qu'on a déjà à disposition et qui peuvent être de vrais filons de matières qui peuvent être rares ou avec des caractéristiques qui peuvent être vraiment particulières et dont on pourrait avoir besoin dans le respect, évidemment, des principes du développement durable. Et ce, dans une logique également de profiter au plus grand nombre, donc faire en sorte que la valeur autour de cette mine urbaine soit partagée entre les citoyens, les industriels, les producteurs de nouveaux produits et les opérateurs du recyclage. C'est la raison pour laquelle nous avons nommé notre chaire de recherche la chaire mines urbaines, qui s'est du coup donné 3 grandes missions, qui vont être de développer des procédés pour récupérer des matières secondaires de qualité à partir de nos mines urbaines,
de définir des nouveaux modèles économiques pour le recyclage, le réemploi, la réutilisation et la réparation, et puis de former les acteurs de demain. Donc, à travers ce webinaire autour de la sobriété que nous avons aujourd'hui, eh bien, on adresse plutôt les deux derniers points autour de ces nouveaux modèles économiques et puis de la formation, de la sensibilisation des acteurs, de l'ensemble de nos parties prenantes sur ces problématiques. La chaire mines urbaines, nous, on le voit vraiment comme un outil qui va être impactant pour écosystème et je l'espère pour vous également. C'est un outil déjà de mécénat dans le sens où nous allouons 550 000 euros par an sur une saison de 5 ans à ces travaux de recherche. C'est aussi un outil de recherche fondamentale que l'on trouve puissant et qui permet du coup de rester au fait des nouvelles techniques, qui nous permet d'être vraiment à la pointe de la veille sur ce qui peut se passer autour de nous et sur lesquels nous devons réagir pour pouvoir anticiper les besoins de demain. C'est aussi un outil qui va permettre de faire émerger ces nouvelles techniques et ces nouveaux concepts et qui pourront du coup bénéficier à l'ensemble de la filière et en particulier aux producteurs qui nous reversent leurs éco-participations. On pense aussi que c'est un outil d'influence auprès de nombreuses parties prenantes qui assoit également la crédibilité d'écosystèmes sur différents sujets liés à l'allongement de la durée de vie des équipements électriques et électroniques et des matières associées. C'est aussi un outil de communication qui permet de sensibiliser, former le plus grand nombre de personnes avec des événements à portée nationale, comme on a pu le réaliser en début d'année autour du R&D, cette journée de recherche que nous avons pu avoir et qui a été coportée par la chaire mines urbaines. Et puis, c'est un outil qui s'inscrit parfaitement dans les enjeux réglementaires qu'on a pu voir précédemment autour des filières REP et de l'économie circulaire. Donc, il y a un gros budget qui est associé à cette chaire mines urbaines et qui va être du coup piloté par un comité d'orientation et d'évaluation dont certains producteurs font partie pour faire en sorte que les projets d'application qui sortent de la chaire mines urbaines soient les plus applicables et les plus appliqués possibles et que ce soit vraiment utile à l'ensemble des producteurs qui souhaiteraient se les approprier. Et il y a également un comité de pilotage de cette chaire mines urbaines qui permet d'encadrer les contours et de faire en sorte qu'on avance dans la bonne direction. La chaire mines urbaines, c'est évidemment des partenariats. Écosystème n'est pas grand-chose sans les 3 écoles qui sont partenaires de cette chaire, que sont Chimie Paris Tech, Les Arts et Métiers et Mines Paris PSL. Donc avec chacune de ces écoles qui va avoir ses spécificités. Chimie Paris Tech qui va plutôt travailler autour des métaux stratégiques et des métaux critiques, donc en traitant des nouvelles solutions techniques, économiques et environnementales autour du recyclage. Les arts et métiers, et en particulier sur les sites de Chambéry et de Bordeaux, qui vont avoir bien, des spécialités autour du tri des plastiques, de la dépollution des retardateurs de flammes bromées, de la fabrication de matières recyclées de qualité, et ce, avec un impact environnemental qui soit le plus faible possible, et puis le traitement de nouveaux composites. Et puis, nous avons également une dernière école qui est Mines Paris PSL, qui va s'intéresser plus particulièrement au sujet qu'on va traiter aujourd'hui, notamment autour du changement de comportement des acteurs, par exemple autour de l'utilisation de matières recyclées, autour du comportement des consommateurs et des producteurs aussi sur de nouvelles tendances, comme ça peut être le cas sur la sobriété, et puis qui va également s'intéresser à tous les aspects liés aux nouvelles chaînes de valeur. Donc on a déjà eu 2 saisons de la chaire, donc 2 saisons de 5 ans, qui se sont écoulées, sachant que la 3e saison de la chaire a débuté en début 2024, et qui va traiter du coup de nouveaux sujets, dont quelques-uns dont je vais vous parler juste après. Mais pour résumer, la chaire mines urbaines, jusqu'alors, c'est 12 thèses de recherche, 11 post-doctorats, 28 stages et 2 brevets qui ont été déposés et qui permettent du coup d'aller plus loin sur l'ensemble de ces problématiques. Pour être peut-être un petit peu plus dans le concret, on a également des actions de communication autour des travaux de la chaire. Donc, on vous encourage fortement à visiter le site internet de la chaire qui a été complètement refondu, restructuré, pour faire en sorte que vous ayez vraiment une idée très précise des travaux qui sont issus de la chaire. Et ce, de manière assez ludique, assez didactique. Donc, bravo aux équipes qui ont travaillé là-dessus.
On a également de l'actualité sur les réseaux sociaux et en particulier la page LinkedIn de la chaire qu'on vous invite évidemment à suivre, où vous pourrez ainsi suivre les dernières actualités liées aux travaux. Et puis du contenu que vous pouvez également facilement vous approprier à travers pardon, des petites vidéos, notamment de présentations, où on a demandé aux différents chercheurs qui travaillent dans le cadre de la chaire eh bien, de synthétiser au maximum leurs travaux dans des vidéos qui font 3 à 5 minutes. Donc c'est un exercice qui est pas facile. Pour ceux qui connaissent pardon, la problématique de la thèse en 180 secondes, voilà, c'est un petit peu le même format pour que vous puissiez eh bien appréhender ces différents sujets et faire en sorte de pouvoir nous poser des questions un petit peu plus poussées par la suite. Si je rentre un petit peu plus dans nos axes de travail autour de la sobriété, ces travaux se font plutôt en partenariat avec Mines Paris PSL, dont c'est la spécialité. Et donc, les travaux de Benjamin, qui va intervenir juste après, pardon, s'inscrivent dans ce cadre autour des nouveaux modèles de la sobriété, de la consommation et des modèles d'affaires. Donc, Benjamin en parlera bien mieux que moi juste après. Et sachant que sa thèse s'étend de mai 2023 à mai 2026, donc il aura encore plein de choses à nous présenter un petit peu plus tard. Dans le cadre de nouveaux travaux, nous allons aussi, dans les prochains mois, nous interroger sur la conception de produits avec des fonctionnalités dites au plus juste, donc ce qu'on aimerait appeler la sobriété fonctionnelle, entre guillemets, donc pour identifier les fonctionnalités qui sont utiles aux consommateurs et puis travailler avec les producteurs sur des enquêtes pour essayer d'appréhender au mieux ce besoin et placer le curseur juste au bon endroit en termes de fonctionnalité dans les équipements électriques et électroniques. Et puis, pour aller encore plus loin, on aimerait également, dans les mois à venir, travailler sur l'économie de la fonctionnalité et notamment pour évaluer le potentiel de nouveaux modèles d'affaires dans le secteur des équipements électriques et électroniques, en lien avec eh bien, ce modèle d'économie circulaire, en essayant d'identifier à la fois les impacts, les obstacles financiers, organisationnels, pour qu'on puisse passer à l'échelle de manière optimum. Donc voilà ce qui nous intéresse autour des axes de travail sur la sobriété dans le cadre de la chaire. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Benjamin qui va intervenir juste après, qui porte son projet de thèse dans le cadre de la chaire, et également Chloé Steux, qui a réalisé sa thèse dans le cadre de la chaire il y a quelques années et qui travaille désormais en tant que professeur assistant à l'école polytechnique, et on est très heureux de ça. Voilà. Puis Adrien, évidemment, on ne t'oublie pas, tu n'as pas travaillé dans le cadre de la chaire, mais tu pourras nous présenter du coup ton témoignage pour essayer d'illustrer au mieux ce que Benjamin et Chloé nous auront appris juste avant. Voilà. Donc je vous propose d'arrêter de discuter et puis de passer direct au vif du sujet, si ça te va, Samuel. Oui, mais tu le dis bien, tu le dis bien. Benjamin, bah voilà, t'as ce rôle un petit peu d'introduction. Alors, on a échangé ensemble. Moi, j'ai vachement aimé quand on en a discuté mercredi et d'où tu pars pour arriver au modèle économique, parce que c'est toujours une inquiétude aussi, hein. Donc, c'est bien savoir de quoi on parle, donc de revenir un petit peu sur l'historique. Et puis, ce point, c'est qui peut inquiéter les entreprises, c'est est-ce que c'est possible de le faire dans le cadre d'une entreprise qui a quand même pour raison d'être de générer un certain nombre de revenus. Donc, je vais te laisser la parole et vous allez voir, ça va être quand même enfin, on part de loin pour arriver à des trucs très très opérationnels. Vous allez voir, ça va être super. Ouais. Merci beaucoup, Samuel. Oui, en effet, vous voyez déjà dans le titre qu'on part d'un petit peu loin. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de retourner un peu à des racines anciennes pour parler de la sobriété. Parce que comme tu l'as dit en introduction, on en parle beaucoup aujourd'hui dans les médias, les politiques et même entre nous, entre citoyens, entre personnes. Et pourtant, j'ai l'impression je ne sais pas si vous avez cette même expérience, quand vous en parlez de sobriété autour de vous, il semblerait qu'on ait tous une conception différente de ce que ça veut dire. Et que donc il y a un peu tout un imbroglio, et pour essayer d'y voir un peu plus clair là-dessus, pour voir comment est-ce qu'on peut se saisir du sujet, que ce soit en entreprise ou dans sa vie perso, c'est utile de regarder un peu l'histoire du concept, donc d'où c'est venu ce mot, ce concept de sobriété, comment il a évolué à travers le temps, et du coup, quelle est sa teneur actuelle, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc déjà, que vous compreniez un peu mon approche par rapport à ce sujet-là,
Juste très brièvement sur mon parcours, moi j'ai fait des études en histoire, en archéologie, ça qui explique un peu aussi le fait que je m'intéresse aux origines historiques du concept. Et puis j'ai travaillé quelques années dans la conservation du patrimoine culturel en Inde, en Thaïlande, dans d'autres pays. Et puis je suis passé de la conservation du patrimoine à la conservation de l'environnement. Donc je travaille sur le salon Polytech, que certains d'entre vous connaissent probablement. Enfin, un master en management, en marketing. Je passais par Total, par les Nations Unies, plus récemment par l'Université de Cambridge, où j'organisais des programmes de formation en stratégie durabilité, justement, pour des dirigeants d'entreprise. Et c'est un peu ça qui m'a conduit à réfléchir au nouveau modèle d'affaires, en fait, pour gérer ces questions de durabilité et notamment la sobriété. Et donc, c'est dans ce cadre-là que maintenant, j'ai commencé cette thèse avec les Mines de Paris et avec Dauphine, en partenariat avec Écosystème, ou le mécénat d'Écosystème, et à travers la chaire Mines Urbaines. Donc concrètement, on en a déjà un peu parlé, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la sobriété aujourd'hui et pourquoi est-ce que c'est important pour nous en tant qu'employés, en tant que manager, en tant que dirigeant d'entreprise de s'emparer du sujet, parce que c'est un sujet incontournable. Institutions, gouvernements, entreprises, consommateurs, tout le monde qui en parle. Et donc si on n'en parle pas, potentiellement on peut prendre du retard sur une tendance de fond. C'est pas seulement une mode, c'est une tendance de fond depuis plusieurs années et qui est en train de croître de plus en plus. Aussi bien dans la recherche que dans les médias qu'au sein des entreprises. Et donc, je vous apprends rien, le secteur des équipements électriques et électroniques, c'est un secteur qui est particulièrement affecté par certaines pénuries, certaines crises d'approvisionnement, les métaux rares, les terres rares, mais aussi l'énergie, le gaz. On l'a vu récemment ces dernières années. Et donc, s'emparer du concept de sobriété, de comment est-ce qu'on peut questionner nos besoins, de quoi est-ce qu'on a besoin pour avoir une entreprise qui est viable économiquement, c'est quoi une production suffisante, c'est quoi une consommation suffisante, ça peut devenir un avantage stratégique pour justement faire face à ces crises d'approvisionnement et par rapport à des concurrents, par exemple, être en meilleure position. Donc, bon gré, mal gré, qu'on soit convaincu par le concept, peu importe ce qu'il veut dire pour nous ou pas, c'est un sujet de société et donc on est bien obligé de s'y intéresser. Je vous ai mis un graphique là, j'aurais pu en choisir bien d'autres. Il illustre, vous êtes peut-être familier avec ça, le jour du dépassement de la Terre. Le fait que d'année en année, on atteint de plus en plus tôt ce jour où on a consommé tout ce que la Terre est capable de produire, de générer comme ressources en un an et de régénérer en un an. Et donc d'année en année, on est de plus en plus à crédit sur ces ressources naturelles. Et donc, on va bien être obligé de réfléchir à comment est-ce qu'on consomme moins si on veut si on veut perpétuer notre modèle actuel de société, de civilisation. Alors, pour un premier détour donc dans l'histoire du concept, je vais vous parler dans une première section donc, de ses origines, de ses phases d'émergence dans l'histoire. Et ensuite, je ferai une deuxième section où je vous présenterai quelques modèles d'affaires que des entreprises sont déjà en train de mettre en œuvre pour répondre à ces enjeux-là. Et donc, dans un premier temps, déjà pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, quand on parle de sobriété, au niveau de l'étymologie. Alors, sobriété, ça vient de sobrietas, en latin, qui est le contraire de ebrietas. Ebrietas, ébriété. Donc, en fait, être sobre, c'est l'inverse d'être ivre. La sobriété, c'est l'inverse de l'ivresse, c'est l'inverse de l'abondance, de la démesure, de l'extravagance. Et donc, derrière ce mot, il y a une évocation de la modération, de la retenue, voire de l'autolimitation, en fait. C'est la tempérance, c'est le fait d'être raisonnable. Donc, être sobre, aujourd'hui, il y a des gens qui associent ça à une frange un peu radicale. Mais de moins en moins, c'est en train de pénétrer de plus en plus dans la sphère commune parce que, en fait, être sobre, c'est juste être raisonnable. Et on a tous envie d'être raisonnable et de ne pas être démesuré, de ne pas être dans l'abondance irréfléchie et dans l'ivresse. Donc, la sobriété, c'est aussi une forme d'émancipation par rapport à ces excès. C'est de reconsidérer ses besoins et ses désirs pour se dire comment est-ce que j'arrive à me libérer des désirs dont je suis prisonnier. De quoi est-ce que j'ai besoin pour être vraiment heureux? Ça marche à l'échelle individuelle et ça marche à l'échelle d'une entreprise aussi, ou même d'un pays. Donc une première vignette historique que j'ai choisie pour illustrer un peu l'évolution du concept. Je vais chercher jusqu'à Aristote, donc un des pères de la philosophie occidentale, et qui parlait déjà de sobriété parce que Aristote, peut-être qu'il le savait déjà, c'était le précepteur d'Alexandre, Alexandre qui allait devenir Alexandre le Grand. Et donc, tandis que son élève gagnait en puissance, en démesure, en ambition, et se mettait à vouloir conquérir l'entièreté du monde connu, rien que ça, son précepteur, Aristote, il a développé un discours justement sur la sobriété qui était considéré pour lui comme la vertu du bon dirigeant. C'est-à-dire que face à la démesure de son élève,
il a dit wow, on va peut-être ralentir parce que sinon on va finir par se casser les dents, et c'est ce qui s'est passé. Hein. À force d'ambition, à force de conquête, et ben l'empire macédonien s'est un peu cassé la gueule. Et donc, cette dynamique du Conseil du Prince qui développe un discours de mesure, des raisons, de modération, on la retrouve dans d'autres exemples dans l'histoire. J'ai pris celui de Sénèque et de Néron, par exemple. Donc, Sénèque était un philosophe cynique, était aussi le mentor de Néron. Néron, c'est un empereur romain, le dernier empereur de la Pax Romana, c'est cette période de l'Empire romain de son apogée. Néron était connu pour être particulièrement aussi exubérant, extravagant, organiser des fêtes incroyables, et il passait plus de temps à faire ça qu'à véritablement gouverner. Et donc Sénèque, un peu comme Aristote plusieurs siècles avant, il développe un discours il faudrait peut-être réfléchir à comment est-ce qu'on peut se modérer pour être quelqu'un de raisonnable et bien gérer en fait ses affaires. Donc là, c'est déjà quasiment un objet de survie, en fait, la sobriété, cette modération, parce que en fait, si tu fais pas ça, l'empire va décliner, et c'est ce qui s'est passé à nouveau. Donc la sobriété, elle est anticipée comme elle est conceptualisée comme une vertu, mais c'est aussi une forme, comme je l'ai dit, d'émancipation et de liberté. Donc là, vous avez tous reconnu Gandhi. Et la sobriété, quel rapport en fait c'est une forme de résistance passive aussi par rapport à des dispositifs de domination. Donc Gandhi, en fait, quand il met en œuvre une politique, une stratégie de sobriété en Inde, c'est pour dire à l'Empire britannique, on n'a pas besoin de votre commerce, on n'a pas besoin de vos produits, on n'a pas besoin de tous les denrées que vous nous amenez, on peut être autosuffisant, on peut être indépendant. C'est-à-dire que la sobriété, ça va nous permettre d'atteindre notre indépendance en disant qu'on n'a pas besoin de vous. On peut se soustraire à votre joug, à votre hégémonie. Et donc cette sobriété, ça a été une manière d'atteindre une forme d'indépendance et de liberté à l'échelle d'un pays, à une échelle politique. Et donc aujourd'hui, on peut se poser la question aussi, de la manière qu'on peut se poser la question avec l'Empire romain ou Alexandre le Grand, quel est le rapport aujourd'hui en fait avec la situation actuelle? De quoi ou de qui est-ce que la sobriété, elle pourrait nous permettre de nous libérer? Ou de quels excès elle pourrait nous permettre de modérer les effets? Et donc cette dimension de liberté, on la retrouve, enfin un grand bond dans le temps à nouveau. On va parler de Seconde Guerre mondiale, vous reconnaissez peut-être un ticket de rationnement où l'État demande aux citoyens de supprimer le superflu. Et donc en fait, à ce moment-là, déconsommer, ça devient un acte citoyen, c'est-à-dire qu'il y a une coopération entre l'État et les citoyens pour arriver à une forme de sobriété où on s'interroge sur ce dont on a vraiment besoin pour que les ressources qui sont en phase de pénurie, parce que les gens sont sur le front pour batailler plutôt que dans les champs pour cultiver. Et donc, il y a une pénurie de nourriture et les ressources qu'on a disponibles, on a besoin de les dédier à la défense du pays, à l'armée. Et donc, la sobriété, ça devient en fait une forme de solidarité à l'échelle nationale pour faire face à une situation de crise. Et il y a une résurgence contemporaine de ce concept-là, sous une forme extrême, qui est un peu dissociée de celle de sobriété, parce que là, quand on parle de rationnement, et on en parle récemment, on est dans quelque chose qui n'est pas choisi, quelque chose qui n'est pas réflexif, quelque chose qui est imposé par le haut. Et donc Emmanuel Macron, tu l'as dit tout à l'heure, Samuel, en 2022, hein, au sortir de l'été, dans un contexte de guerre en Ukraine et de crise d'approvisionnement en gaz, l'État a dit il va falloir qu'on ait un plan sobriété pour que tous, on se modère volontairement à baisser un peu notre consommation, à chauffer à 19 degrés, à consommer moins d'eau, moins de chauffage, moins d'eau chaude, afin d'éviter, il dit, quelque chose de plus coercitif, voire un rationnement. Et ça va nous protéger. Donc il y a en fait une résurgence de ce discours quasiment militaire en disant que cette sobriété voulue, cette sobriété volontaire parmi nous tous, ça va nous permettre d'éviter des mesures autoritaires dont personne n'a envie. Donc la sobriété est une forme de liberté pour éviter aussi des mesures liberticides. Et une deuxième branche en fait de la sobriété qu'on retrouve à travers des exemples historiques, c'est que la sobriété, c'est une manière de faire perdurer le système. Donc on l'a vu hein, avec Aristote, avec Sénèque et Néron. Pour faire perdurer un système, il faut qu'il soit modéré afin de ne pas arriver dans l'excès qui pourrait provoquer son déclin. Donc vous connaissez peut-être ce rapport de 1972. Je vois Samuel en tout cas qui fait bah oui, oui. Je pense que tout le monde le connaît.
Donc en effet, voilà, le Club de Rome, les limites à la croissance, qui interroge les capacités physiques en fait, du système terrestre à soutenir la croissance. Et donc les limites des capacités physiques du système, c'est l'entropie, les lois de la thermodynamique, les pertes inéluctables d'énergie, mais aussi la pollution, et puis les capacités du système terrestre à régénérer les ressources qu'on en extrait. Et aujourd'hui, voilà, c'est un concept qui a été utilisé de manière plus contemporaine sous celui des limites planétaires, les planetary boundaries. Et on voit que d'année en année, au fur et à mesure qu'on mesure ces limites planétaires, que sont le changement climatique, la pollution chimique, etc., on se rend compte qu'on est en train de dépasser de plus en plus un peu toutes ces limites. Et que donc on est en train d'aller vers un état où notre système ne va plus être durable, c'est-à-dire qu'il ne va plus être soutenable en l'état actuel. Donc on peut se poser la question de cette croissance, elle n'est pas soutenable et en plus, comble du malheur, elle ne nous rend même pas heureux en fait. Ça, c'est ce qui a été théorisé comme le paradoxe d'Easterlin, du nom d'Easterlin, un chercheur en économie qui l'a théorisé. Il a étudié à l'échelle macroéconomique différents pays. Il s'est rendu compte qu'en fait, à partir d'un certain seuil, l'augmentation des richesses, donc du PIB, de la production matérielle, n'était plus corrélée avec l'augmentation du bonheur, du bien-être. Et donc, on peut se poser la question, mais en fait, si on continue à produire de plus en plus, mais que ça ne nous rend pas de plus en plus heureux, alors quel est l'intérêt? D'autant plus que c'est un risque. Et c'est là où vient la sobriété pour interroger sur comment est-ce qu'on peut rester à l'intérieur de ces limites. À l'intérieur de ces limites qui sont donc la fondation sociale, donc cette espèce de plancher en fait de ce qui est nécessaire pour que chacun vive une vie de manière digne et pleine et heureuse. Donc on a besoin d'atteindre ce plancher-là sans dépasser le plafond écologique, à savoir les limites planétaires qu'on vient de voir. Donc la sobriété, elle interroge les deux limites. Elle interroge qu'est-ce qui est suffisant pour que tout le monde soit heureux et que vive dans des conditions dignes, et en même temps, qu'est-ce qui est excessif et qui nous fait dépasser les limites écologiques et qui ne nous permettrait pas de faire perdurer dans le temps ce système. Ce modèle-là, vous le connaissez aussi peut-être, c'est le Donut Economics de Kate Raworth, et qui synthétise un peu cette pensée sur les deux limites. Hein. Donc en fait, ce plafond et ce plancher, et ce corridor de sobriété entre les deux. Donc maintenant, j'aimerais vous parler concrètement, en fait, à l'échelle de l'organisation, comment ça se joue, comment les entreprises le mettent en œuvre. Alors, il y a deux manières de voir les choses. D'une part, un modèle d'affaires sobre, ça sert à quoi? De manière très succincte, ça sert à avoir une réduction nette de l'usage des ressources. Voilà, sans faire une présentation de 3 heures là-dessus. Et il y a je vais un peu trop vite. Il y a deux points de vue là-dessus. Il y a d'une part les modèles d'affaires qui permettent à l'entreprise elle-même de réduire son usage de ressources. Donc, c'est comment moi, en interne dans l'entreprise, je fais pour être viable, pour avoir des modèles d'affaires qui me permettent de pérenniser l'entreprise et qu'elle soit en bonne santé économique, tout en réduisant de manière nette mon usage de ressources, et pas de manière relative. Ça, c'est l'efficacité, c'est différent. Le second point de vue, c'est au niveau de mes clients. Comment est-ce que moi, je mets en œuvre des modèles d'affaires qui vont permettre à mes clients de réduire leur propre consommation de ressources? Donc, il y a ces deux points de vue-là. Ce deuxième-là, du point de vue client, c'est plutôt Chloé qui vous fera découvrir ces modèles-là. Moi, je vais me concentrer sur le point de vue de l'entreprise. Donc, en interne, comment est-ce que je produis moins tout en ayant un modèle d'affaires qui est viable? Donc, d'une part, l'éco-conception. Alors, vous connaissez ça mieux que moi, et écosystème à tous les experts, y compris Axel, pour vous accompagner là-dessus. Donc, comment je fais des meilleurs produits, en fait, qui notamment durent plus longtemps. Donc, comment est-ce que j'étends cette durée de vie? Comment est-ce que je le rends plus durable avec moins de matière? Comment est-ce que je m'assure qu'on a besoin d'en acheter moins souvent, par exemple? Et la low-tech aussi, comment est-ce que j'interroge le niveau de technologie dont j'ai besoin pour faire des produits performants, par exemple. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'un produit sobre coche toutes ces cases-là. Hein. Je dis que ce sont des différentes manières d'envisager la sobriété au niveau des offres de l'entreprise et au niveau de ses modèles d'affaires. Et la sobriété fonctionnelle, on peut se poser la question de quoi est-ce que j'ai besoin pour que mon produit ou mon service soit satisfaisant pour les clients et réponde à ces besoins sans qu'il y ait du superflu qui sert à personne et qui ne fait qu'augmenter la consommation de matière. Donc, par exemple, pour une voiture, on peut se poser la question, est-ce que ma voiture, elle a besoin d'avoir et le GPS, et Bluetooth, et AirPlay, et le Wi-Fi, et tout ça. Donc la sobriété fonctionnelle, je vous en donne un exemple ici que vous connaissez peut-être, c'est l'Uni, la boîte à histoire.
Et où donc, en fait, ils se sont posé la question de est-ce que pour que ce produit, ce jouet, il soit divertissant pour l'enfant et qu'il encourage sa créativité, est-ce qu'il a besoin d'avoir un écran tactile? Est-ce qu'il a besoin d'être connecté à Internet? Est-ce qu'il a besoin de plein d'add-ons, plein de fonctionnalités? Eh ben non, c'est un boîtier avec 4 ou 5 boutons et c'est suffisant pour faire un objet qui peut durer longtemps parce qu'il y a plein de possibilités avec. Donc c'est ça la sobriété de la fonctionnalité, c'est s'interroger sur qu'est-ce qu'on cherche à atteindre. Et c'est pas parce qu'on est capable de faire des choses plus sophistiquées que forcément c'est une bonne idée de le faire. De nouveau, cette démarche réflexive de la sobriété. Il y a aussi l'économie de la fonctionnalité dont parlait Axel, où par exemple on a des modèles d'affaires qui, au lieu de proposer la vente d'un bien, d'un produit, on va proposer l'accès à ce produit. C'est-à-dire que moi, par exemple, je viens d'acheter, j'ai besoin de faire des trous dans les murs, mais j'ai pas besoin d'une perceuse. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un trou dans le mur pour mettre mon tableau. Donc en fait, j'ai pas besoin de posséder la perceuse. C'est-à-dire que si j'en ai besoin 3 fois par an et qu'elle dort dans un tiroir le reste de l'année, ça ne me sert pas à grand-chose de posséder une perceuse. Ça ne sert pas à grand-chose qu'on possède tous chez nous une perceuse. Ce qui est important, c'est qu'on ait accès à cet outil-là pour pouvoir l'utiliser quand on en a besoin. Et donc, il y a des entreprises qui mettent en place, Decathlon par exemple, vous avez peut-être vu passer avec WePlay Circular, qui mettent en place des modèles de location, des modèles d'accès à des biens ou des modèles de service même. C'est-à-dire qu'on va vous amener quelqu'un qui va vous faire vos trous dans le mur, plutôt que la vente de la propriété d'un objet. Et donc ça permet à l'entreprise de réduire son empreinte matérielle. Il y a aussi des entreprises qui réfléchissent à passer d'une approche quantitative à une approche qualitative, c'est-à-dire passer d'une approche par le volume de vente à une approche par la valeur de la vente. Donc, par exemple, au lieu de vendre plein de produits, on va vendre des produits de meilleure qualité qui vont durer plus longtemps et on a peut-être besoin d'en vendre moins parce qu'ils ont une valeur plus importante. Donc, potentiellement, ça peut se traduire par un positionnement un peu plus premium, un peu plus haut de gamme. À nouveau, je ne suis pas en train de dire que sobriété égale produit premium, hein. Il faut qu'il y ait un petit peu de tout, mais en tout cas, c'est une des approches qui peut permettre à une entreprise de réduire sa consommation de ressources. Une autre, c'est l'autolimitation. Et là, je vais vous parler d'un exemple particulier que j'aime bien, qui est l'entreprise Cleanitex. L'entreprise Cleanitex, peut-être qu'elle vient dans vos propres bureaux, c'est une entreprise de nettoyage professionnel. Alors, ce n'est pas une petite entreprise, hein, ils ont quand même 3500 employés, mais eux, ils se sont posé la question de qu'est-ce qu'on a besoin d'atteindre comme chiffre d'affaires pour payer nos employés, pour payer des primes, pour qu'ils soient heureux, pour qu'on ait des bonnes conditions de travail, pour qu'on rembourse nos emprunts, pour qu'on investisse dans des projets qui nous intéressent, pour qu'on investisse dans du meilleur matériel, par exemple, et pour payer nos actionnaires de manière satisfaisante pour tout le monde. Donc, ils ont réfléchi à toutes leurs parties prenantes, leurs employés, leurs clients, leurs actionnaires, tout le monde qui est concerné par l'entreprise, et se sont dit, on va fixer de manière comptable un seuil qu'ils ont appelé le seuil de prospérité. Pour ceux qui s'intéressent à la compta, en fait, c'est une sorte de RCAI. Un seuil à partir duquel, une fois qu'on l'a atteint, on se dit, c'est bon. C'est bon, on n'a plus besoin de faire de pub, de marketing, de commercialisation à tout va. Donc, une fois que dans l'année fiscale, ils ont atteint ce seuil-là, ils lèvent un peu le pied. Et dans l'entreprise, on se concentre sur la satisfaction des clients actuels, sur le bien-être au travail, sur les conditions de vie au bureau. On se concentre sur le mécénat, sur des missions environnementales, par exemple, sur comment est-ce qu'on peut améliorer nos produits et nos services. Et donc, c'est une manière d'interroger les besoins à l'échelle de l'entreprise. Qu'est-ce qui est suffisant? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Et qu'est-ce qui nous permet de ne pas aller chercher le plus juste pour chercher le plus? Donc, à retenir 3 points, je ne sais pas trop où j'en suis niveau temps. À retenir 3 points avec lesquels j'aimerais vous laisser. C'est que d'une part, on l'a vu, la sobriété, c'est un concept qui est protéiforme, qui a énormément évolué dans l'histoire et on a différentes branches, hein. Elle peut viser à l'émancipation, tantôt à la soutenabilité écologique ou bien sociale. Donc, elle a plein de formes différentes et c'est important de toutes les avoir en tête quand on parle de sobriété. Mais la sobriété, elle a aussi des moyens de mise en œuvre qui nécessitent un alignement des échelles. C'est-à-dire qu'on l'a vu, il faut qu'il y ait une coopération entre les dirigeants, des organisations, des pays, entre les citoyens, entre les entreprises entre elles, les entreprises avec leurs clients. Et donc, il ne faut pas attendre que d'autres personnes commencent, en fait. Si vous attendez, par exemple, on n'a pas parlé de législation, on aurait pu y passer du temps aussi.
Si vous attendez que ce soit l'État qui vous dise soyez sobre, vous pourriez attendre longtemps. Si vous attendez que ce soit vos clients qui vous disent on a envie de consommer moins, aidez-nous à le faire, vous pourriez aussi attendre longtemps. Mais les deux sont heureux quand vous le ferez. Et peut-être que vous aussi, peut-être que vous, en tant qu'entreprise, j'ai vous en tant qu'entreprise, en tant qu'employé, en tant que citoyen aussi, dans sa vie personnelle, re-questionner ses désirs, ses besoins, ce qu'on a besoin d'atteindre, c'est une forme à nouveau d'émancipation, c'est une forme de libération de la contrainte, de la croissance à tout va accélérer, qui finalement est assez délétère pour le bien-être. Et je vous ai montré quelques exemples, très brefs, mais il y en a encore plein d'autres, des exemples de modèles d'affaires sobres, mais ils ne sont pas réplicables tels quels. C'est-à-dire que ce qui marche pour Decathlon, ce qui marche pour l'Uni, ce qui marche pour Clinitex, ce n'est pas forcément ce qui va marcher dans son entreprise à soi. Il faut tester, il faut faire des POC, il faut faire des proof of concept, et il faut tester en s'interrogeant sur mon organisation, mon entreprise, elle est connue pour quoi? C'est quoi mon avantage compétitif et c'est quoi ma culture d'entreprise? Qu'est-ce qui fait que mon entreprise elle est unique? Et c'est ça qui va déterminer mon modèle unique de sobriété. Je vous remercie. Waouh, waouh, waouh. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié voilà, la première intervention. C'est bien d'avoir contextualisé. Ça discute dur sur l'Uni. Est-ce qu'il faut un livre? Est-ce qu'il faut un device, un produit ou quelque chose, etc. Et voilà. Donc, alors n'hésitez pas à poser les questions dans le truc qui s'appelle QR, Q&R, voilà en anglais. J'essaye de le faire. On prendra les questions. Donc, Benjamin, tu restes avec nous hein, pour les questions qu'on prendra à la fin. Et j'aimerais avoir avec nous Chloé, parce que voilà, on l'a abordé. Elle a vu un peu les modèles économiques, un petit peu comment ça s'intégrait, la définition. Mais il y a l'acceptation du marché, c'est-à-dire comment on aborde le consommateur pour ce changement, parce que tout le monde n'est pas forcément envie, besoin ou ne se rend pas compte voilà, peut-être la marche est trop haute comme ça de prime abord. Donc comment les engager et comment rendre voilà les problèmes de désirabilité peut-être derrière, surtout dans nos pays développés. Donc voilà, je te laisse la parole pour qu'on regarde tout ça ensemble. Oui, bonjour à tous. Donc, ravi de retrouver la chaire après notamment mes travaux de thèse aujourd'hui. Je vais parler de désirabilité de la sobriété et puis du rôle des imaginaires. Donc, deux choses simplement que je voulais souligner. Ce sont des travaux que j'ai menés également avec Franck Agéry, qui est prof à l'École des Mines et impliqué dans la chaire Mines urbaines. Et puis un autre collègue, Joël Nsondé, qui est également issu de la chaire, qui a travaillé sur la circularité dans les bâtiments. Et puis second point, moi aussi, je vais repartir peut-être de choses un petit peu plus conceptuelles sur les imaginaires avant qu'on atterrisse sur là également des choses plus concrètes sur les modèles d'affaires sobres et comment ils peuvent être reçus ou comment on peut les rendre désirables aux yeux des consommateurs. Donc pour commencer, une chose positive tout de même, c'est qu'il y a un intérêt réel pour la sobriété, bon, malgré le fait que ce soit un concept protéiforme, qu'on n'en a pas tous la même définition, mais c'est quelque chose qui intéresse les consommateurs, qui a plutôt une connotation tout de même positive aux yeux de la majorité des Français, associée à l'idée de simplicité, d'économie, alors forcément énergétique, on l'a mentionné, mais également liée au fait de moins gaspiller. Et il y a une volonté pour les Français d'aller vers des comportements plus sobres. Donc c'est notamment associé à une critique de nos modes de consommation actuels. Par exemple, ici, ce chiffre assez significatif, 83% des Français affirment que les gens consomment trop. Et aujourd'hui, ils sont également de plus en plus nombreux à faire le lien avec l'environnement. On a 77% des Français qui affirment que nos modes de consommation tels qu'ils sont aujourd'hui nuisent à l'environnement et qu'il y a besoin de faire évoluer les comportements. Alors à côté de ça, c'est un petit paradoxe, une forme presque de dissonance. Il y a certes un intérêt marqué, mais également une remise en question de nos pratiques qui demeure assez limitée ou qui se trouve un petit peu insuffisante. Quand on interroge les consommateurs à l'échelle individuelle, c'est assez rigolo. La plupart d'entre eux, 80%, disent oui, j'ai un mode de consommation sobre ou plutôt sobre. Mais en fait, on se rend compte qu'ils ont tendance à se limiter à certaines dimensions de la sobriété, notamment le sentiment de consentir à des efforts en matière de mobilité, moins prendre l'avion, d'alimentation, moins consommer de viande, de faire attention
à l'électricité, l'eau, les éco-gestes, etc. Mais la sobriété, comme on l'a vu à travers la présentation précédente, c'est beaucoup plus global, beaucoup plus large, et il y a un tas de pratiques d'achat, de comportements que l'on ne remet pas forcément en cause. Donc, quand on parle de sobriété, il y a un écart entre vouloir et faire, et c'est quelque chose d'assez traditionnel dans les études, en marketing, dans la littérature. Dès qu'on parle d'environnement, d'écologie, il y a souvent un écart entre ce que l'on pense, ce à quoi on aspire, ce que l'on voudrait pour la société, pour nous, et ce que l'on fait dans les faits pour agir, pour s'engager, et ce que l'on a comme comportement. Alors on pourrait se demander si c'est de notre faute, si ça relève d'une responsabilité individuelle. Bien évidemment, la réponse est non, et c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est qu'il y a tout le poids de l'imaginaire collectif derrière qui peut nous pousser à consommer avec excès, à ne pas forcément se poser les bonnes questions, bref, ne pas adopter des comportements qui soient sobres. Et ce que j'entends par imaginaire, ça va être l'ensemble des images, des représentations, des croyances que l'on s'approprie collectivement, qui sont véhiculées à l'échelle de la société, sachant qu'il faut considérer ça sur le temps long. Il faut considérer un peu les idées qui ont été véhiculées sur les dernières décennies. On peut remonter notamment aux 30 Glorieuses. Et le constat aujourd'hui, c'est que nos marchés demeurent dominés en majorité par des imaginaires liés à la consommation de masse. Donc, montre un peu cette citation, on a inculqué aux acheteurs des désirs de posséder, de possession, d'objets de plus en plus récents, un peu meilleurs, un peu plus tôt que ce qui est nécessaire, un peu sûrement beaucoup plus important que ce que l'on aurait besoin pour vivre de façon satisfaisante. Donc, ce que traduisent ces imaginaires de consommation de masse, ce dont on hérite un peu, c'est à un moment donné dans l'histoire avoir eu le sentiment qu'on pouvait produire de façon illimitée et donc consommer de façon illimitée. On s'est mis à valoriser également socialement la consommation. À l'époque des 30 Glorieuses, pour bien vivre, le consommateur disait il faut que je possède mon propre lave-linge, ma propre télévision et ma propre voiture. Et dans les sondages de consommation aujourd'hui, on remarque que ce sont des produits auxquels les individus sont encore très attachés et au fait de les posséder individuellement. On a également longtemps très valorisé le fait, et aujourd'hui encore, d'avoir le dernier produit en date, les dernières fonctionnalités, et la publicité a joué un rôle majeur et crucial dans le fait de véhiculer ces idées-là. Ça a aussi favorisé le fait qu'on se soit mis à remplacer nos produits dès qu'une panne survenait, plutôt que de chercher à les réparer, à se dire que de toutes les façons, la réparation, c'était compliqué, ça pouvait coûter cher, prendre du temps, et que le renouvellement était plus simple. Bref, on a un peu arrêté de questionner vraiment notre besoin. On fonctionne plutôt à l'envie et puis à ce désir, là, comme dans la citation l'indique, plus qu'au besoin, et à ne pas forcément se questionner sur vraiment l'utilité des produits que l'on va acheter. Et est-ce qu'ils vont finir finalement, est-ce qu'on va s'en servir une fois ou est-ce qu'ils vont finir dans un placard, comme le mentionnait Benjamin. Donc, ce qui fait que quand on a des campagnes de publicité qui sortent comme ça, comme celle de l'ADEME sur les dévendeurs, ça vient chatouiller un peu nos conceptions des choses et bousculer un peu nos imaginaires. Je la lance pour ceux qui peut-être ne l'ont pas en tête. Il y en a deux autres ici, c'est le cas de la ponceuse, mais il y en a deux autres sur Internet si ça vous intéresse. Bonjour. J'ai besoin de passer la table, changer laquelle je ne comprendrai plus. Je ne l'achèterai pas. C'est bizarre, comme vendeur. Ah non, pas du tout, moi je suis des vendeurs. Et ce que je trouve bizarre, c'est d'acheter un objet que vous allez utiliser qu'une fois. Vous avez pensé à la location ou l'emprunt? C'est mieux pour les ressources de la planète et c'est plus économique pour vous. Hein. Parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Rendez-vous sur épargnonsnosressources.gouv.fr. On s'excuse, je pense qu'il y a eu un petit problème de son au départ, mais alors c'était sous-titré, donc je pense que vous allez étonner aboutissant. Et pour certains d'entre vous, vous l'avez peut-être déjà vu. Hein. Ouais, j'imagine que la plupart quand même. Donc ça a suscité effectivement beaucoup de controverses, beaucoup de débats. Donc ce qu'on voit, un consommateur qui se pose pas forcément les bonnes questions, donc on peut dire que c'est un peu caricatural, mais si on se l'applique à soi-même, je pense qu'il y a quand même ça peut faire écho à un certain nombre de situations. Un vendeur dont l'identité, on l'a intériorisé, son rôle, ça va être de nous conseiller, de nous vendre un produit, mais on n'est pas habitué à ce qu'un scénario alternatif soit suggéré de sa part. Et plus largement, au-delà de la figure de ces deux personnes, c'est tout un système auquel on fait face et dans lequel on est pris, basé sur des ventes fondées sur le volume et sur l'achat de produits. Donc ça a profondément influencé notre rapport aux objets, notre rapport à la consommation.
Donc, aujourd'hui, face aux enjeux contemporains et à tous ces constats, il apparaît important de changer notre relation aux objets, et ça passe par le fait de repenser notre rapport au temps et de repenser notre rapport à l'accumulation. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a pas mal cessé de prendre soin des choses. On a négligé les questions notamment d'entretien, de maintenance. Un exemple très simple, quand on prend le cas des grille-pains, on a près de 70% des pannes qui sont liées au fait qu'il y ait des miettes et qu'ils ne soient pas entretenus. Donc un geste simple, mais aux conséquences dramatiques, puisqu'on peut avoir tendance à très très facilement remplacer ce type d'équipement. Pareil pour la mode, où au moindre trou, on va avoir tendance à jeter, à les jeter et non pas à les entretenir. Donc là, on voit l'exemple de Loom. Les entreprises peuvent avoir un rôle à jouer là-dedans, dans le sens où elles peuvent travailler sur les conseils d'entretien, participer à l'éducation, à la sensibilisation des consommateurs. Donc je mentionnais le cas des vêtements, on a perdu le réflexe de réparer, de repriser, alors que cela contribue largement à allonger la durée de vie des produits, donc réparer en le faisant soi-même, en mobilisant des réseaux traditionnels de réparateurs ou de couturiers dans le cas des vêtements. Là, je mets également l'exemple des réparables. Il y a des acteurs qui se positionnent un petit peu là-dessus pour essayer de remettre en avant ces pratiques, même si là, il faut faire attention aux effets rebonds de ces modèles un peu basés sur le digital et l'envoi de vêtements qui peut être un petit peu contrebalancé par la logistique que cela implique. Mais intéressant de se repositionner sur ces actes de réparation, de reprise, et puis enfin sur la personnalisation également, pratique un peu plus contemporaine, mais qui permet là également d'allonger la durée de vie, soit de soi-même, soit là également des acteurs qui se positionnent là-dessus. Typiquement, si on garde le secteur des vêtements avec l'atelier de la basket, là la promesse c'est de remettre en état la chaussure avant de la transformer et donc d'offrir une seconde vie au produit. Donc ces trois exemples-là, ils sont intéressants, mais en même temps, ce qu'on sent, c'est qu'ils placent un peu le citoyen, le consommateur au cœur de l'action. On se dit, il faut inciter le consommateur à entretenir, à maintenir, à réparer, à personnaliser, soit lui-même, soit en faisant appel à des acteurs. Mais le changement derrière, il est beaucoup plus systémique que ça. Si on veut véritablement agir sur les imaginaires, accompagner les changements de pratique, c'est un changement beaucoup plus global qu'il faut mettre en œuvre et qui implique tout un tas d'acteurs qu'on ne peut pas tout faire reposer sur la responsabilité individuelle et le rôle de l'individu. Ça nécessite de mobiliser les ONG, les associations, les acteurs publics, gouvernementaux, également les entreprises. On reviendra sur les modèles d'affaires sobres. Donc, je vais me pencher justement en particulier sur le rôle que peuvent jouer les acteurs gouvernementaux et puis les entreprises dans ce changement systémique et en ayant l'angle un peu toujours de la consommation. Premier élément, sur les acteurs gouvernementaux, il y a un rôle à jouer sur les discours et les idées qui sont véhiculées. Donc, on l'a vu avec la campagne des dévendeurs. Et puis là, un autre exemple avec cet aspirateur, c'est comme une relation, ça s'entretient. Les discours qui sont fabriqués et puis qui sont diffusés au sein de la société ont un impact et sèment des graines dans l'esprit des consommateurs. Ça participe à l'éducation, ça participe à la sensibilisation et c'est quelque chose d'important. Second point, il y a aussi le jeu sur les dispositifs réglementaires et informationnels. Alors, il y en a plein. Là, j'ai pris ces deux exemples-ci, l'indice de réparabilité et puis le cas d'une plateforme qui recense les acteurs qui sont engagés pour donner une seconde vie, allonger la durée de vie des objets. Ce type de dispositif est extrêmement important à trois titres. D'abord parce qu'il s'adresse à un consommateur, il lui permet de l'équiper, de lui donner de l'information et de pouvoir être armé pour faire de meilleurs choix de consommation. De second titre, même si on peut avoir une perspective un peu critique, ces outils restent des outils imparfaits. L'indice de réparabilité, ça reste une construction qu'on aurait pu avoir développée autrement, mais ça a le mérite de mettre sur la table, tout comme la loi AGEC qui l'entoure, les sujets de réparabilité, de durabilité, de faire en sorte qu'on en parle. Et là aussi, ça crée un terreau favorable pour donner de la visibilité aux pratiques, notamment des entreprises qui se lancent dans l'aventure du développement de modèles d'affaires sobres. Et puis, troisième chose, ce sont aussi des outils qui peuvent servir aux entreprises elles-mêmes. Je pense là en particulier à l'indice de réparabilité, qui a donné des idées aux fabricants qui n'étaient même pas concernés par l'indice, hors du périmètre obligatoire de cet indice, pour développer à leur tour des outils en interne et les adosser à des modèles d'affaires centrés sur la réparation,
Ça leur a donné des billes pour comprendre comment ils pouvaient concevoir des produits réparables et y associer des offres de réparation. Second point, donc les retours sur les entreprises et les modèles d'affaires sobres, donc une relation réciproque. Plus le nombre d'entreprises qui va mettre en place des modèles d'affaires sobres sera important, plus cela va rendre ces modèles désirables, véhiculer de nouveaux imaginaires sur les perspectives, les possibilités d'avoir une consommation raisonnée et responsable. Mais je pense que la question qui vous interroge plus particulièrement, vous, c'est l'autre sens. Est-ce que ces modèles d'affaires peuvent être désirables et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je me lancerais dans l'aventure d'implémenter un modèle d'affaires désirable? Alors en plus, je vous ai fait peur au début, je vous ai raconté qu'il y avait quand même un écart entre cette volonté d'être sobre et être sobre. Alors est-ce qu'on a un intérêt à aller là-dedans aujourd'hui? Alors, ce petit graphique qui nous donne quelques éléments de réponse. Alors, bon, on n'a pas toujours la même définition ni quantification de la sobriété, mais ça nous donne à grosse maille un premier portrait. Alors déjà, on voit qu'il y a des individus qui ont une forte volonté d'être sobres et qu'ils sont plutôt véritablement au quotidien. Alors, ce n'est pas la majorité, mais ça représente quand même une frange de la population croissante. On voit que c'est une tendance qui augmente, donc il y a un intérêt des individus. Et puis surtout, ce qu'il est intéressant d'aller chercher, ce sont ici 38%, chiffre sûrement discutable, mais pareil, ça nous donne une grosse image de personnes qui ont la volonté d'être sobres, qui n'ont pas encore que des pratiques sobres, mais qui ont la volonté d'y aller. Donc on a déjà quand même la moitié de la population qui est intéressée par la thématique. Et puis je pense que même ces individus qui n'ont pas forcément la volonté d'être sobres, ce ne sont pas complètement des causes perdues. Je m'explique. Ce sur quoi on peut jouer lorsque l'on développe des modèles d'affaires sobres, c'est pas forcément que sur l'argument environnemental, c'est pas forcément que sur le fait de communiquer sur le fait qu'en consommant ce produit-là, cela relève d'un choix engagé, d'un choix de consommation responsable, etc. On peut également jouer sur les co-bénéfices qui vont être associés au modèle d'affaires sobre. C'est-à-dire, au-delà de la réduction d'impact environnemental, des bienfaits pour l'environnement de modèles d'affaires de ce type, il peut aussi y avoir d'autres intérêts pour les consommateurs d'y adhérer, notamment des intérêts économiques ou alors des intérêts de praticité. Et je vais illustrer cela pour terminer ma présentation à travers le cas de deux exemples. Donc, un exemple de modèle d'affaires basé sur la réparation qu'a développé Seb. Donc, Seb a développé des forfaits à prix fixe pour la réparation. Donc, lorsque votre équipement tombe en panne, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Seb, acheter un forfait à prix fixe et faire réparer votre équipement. Donc, il y a un bénéfice environnemental lié à l'allongement de la durée de vie du produit, mais ce sur quoi il peut être intéressant de communiquer, c'est sur deux types de co-bénéfices. Le premier, le fait que ce soit un service qui soit relativement simple et pratique par un maillage territorial important. CEPS est doté d'un réseau de réparateurs professionnels qui fait que l'offre est très quadrillée et accessible facilement aux consommateurs. Et puis surtout, second point, l'avantage économique. Et donc, ce n'est pas tombé de nulle part, ça a demandé un travail important et la mobilisation en interne d'un grand nombre de métiers et d'experts, depuis les concepteurs, pour concevoir des produits qui soient facilement réparables, facilement démontables, pour pouvoir les réparer facilement et proposer des services, un service de réparation qui est un prix non seulement fixe, indépendant de la panne, et raisonnable au regard du prix de produits neufs. Et donc, venir déconstruire un peu cette idée que l'on a pu instiller, que réparer, c'était compliqué, que réparer, ça coûtait cher, car évidemment, ce sont les principaux freins à la réparation qui ressortent lorsque l'on demande aux individus pourquoi ils ne se tournent pas davantage vers ces pratiques. Et puis, second exemple, donc sur l'économie de fonctionnalité, donc Benjamin vous en a un petit peu parlé, il s'agit non plus de vendre un produit, mais de vendre l'usage du produit. Donc le fabricant, ou éventuellement le distributeur reste propriétaire du produit, ce qui vient tordre le cou, là également, aux idées d'obsolescence programmée, du fait que les produits ne soient plus durables, car ils restent entre les mains du fabricant. Et les co-bénéfices qu'on peut associer à ce type d'offre pour le consommateur, qui sont un peu des facteurs de désirabilité, ils peuvent être de deux types. La tranquillité d'esprit, on va dire, justement le fait qu'en n'étant plus propriétaire du produit, alors certes, pour certains produits, c'est plus compliqué que pour d'autres, parce qu'il y a encore un attachement à la possession,
Mais en même temps, ne plus être propriétaire du bien, c'est avoir moins de difficultés lors d'une panne, lors d'une casse, car c'est le fabricant, le distributeur qui va prendre en charge les choses et de façon normalement relativement simple et fluide, ça va être intégré dans le service qui va être proposé. Et puis, second point, c'est un autre avantage, un autre bénéfice, facteur de désirabilité de ce type d'offre. Ça peut être de se centrer sur le besoin du client, de revenir un peu à l'essentiel de ce dont il a besoin et de pouvoir ajuster, personnaliser un peu ce à quoi, ce dont il a besoin, ce qui est important pour lui. Alors, exemple de Signify, donc, qui propose la mise à disposition de l'éclairage au lieu de vendre des dispositifs d'éclairage, ils en vendent l'usage. Et donc, ils ont travaillé non seulement sur l'optimisation de la consommation, donc avantage plutôt économique, et puis lutter contre l'obsolescence de design liée à l'habillage de ces dispositifs d'éclairage pour pouvoir répondre aux besoins de ces clients, de faire évoluer l'habillage et l'agencement des espaces de vente commerciaux, etc. pour ces clients. Bon, on espère qu'à terme, ça disparaisse complètement parce que c'est pas très sobre, mais en tout cas, ça a joué en tant que co-bénéfice pour vendre l'offre aux clients. Et puis, Command, je vais pas trop déborder car ça fait la transition avec Adrien, mais je ne veux pas empiéter sur ce qu'il va dire. Mais globalement, pour les appareils électriques et électroniques, on peut envisager que l'on puisse personnaliser davantage les choses en termes de fonctionnalité mise à disposition, en termes de capacité, en termes de paramétrage des équipements, ce que le client veut. Et idéalement, dans un monde idéal, on pourrait envisager des produits très modulaires, très évolutifs, qui permettent au consommateur de véritablement accéder aux fonctionnalités dont il a besoin, donc se recentrer véritablement sur le besoin client. Donc, pour résumer, un certain écart entre le vouloir être sobre et l'être sobre, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut jouer sur le pouvoir être sobre et que l'ensemble des acteurs a un rôle à jouer dans cela. Véritablement, ce changement systémique qui doit tous nous impliquer, y compris en tant que citoyens consommateurs, également en tant qu'entreprise. Et puis, retenir également que la désirabilité de ces modèles d'affaires sobres, elle passe par un travail sur les co-bénéfices. Donc, qu'est-ce qui peut séduire mon consommateur qui, d'accord, n'est peut-être pas complètement convaincu par la sobriété et les bénéfices environnementaux, mais dans ces modèles d'affaires-là, où il y a des enjeux sur la propriété, etc., on peut trouver d'autres avantages financiers, de praticité, de personnalisation aux besoins. Et donc, ça suppose une démarche transverse. Donc, c'est sûr, il faut réussir à comprendre le besoin client, impliquer les acteurs commerciaux et du marketing pour bien saisir cela. Mais on l'a vu dans le cas de Seb, on remonte toute la chaîne et il y a aussi tous les autres métiers, y compris les métiers de la conception, dont on a besoin pour réussir à designer une offre qui soit globale et qui réponde aux attentes du client et qui soit économiquement viable. Dernier point, il y a quand même encore une nécessité de développer des méthodes et des outils pour passer d'un modèle traditionnel fondé majoritairement sur le volume à ce type d'offre. Je pense que ce à quoi on peut se référer, il n'y a pas tellement d'outils dédiés au passage à la sobriété, au modèle d'affaires sobre, mais on peut quand même se référer à des outils qui existent pour le moment pour le passage à des offres un peu circulaires de type Canva, les Canvas circulaires sur les business models qui sont des points d'appui pour réfléchir à comment on pourrait circulariser les offres. Et puis, ce qui se fait également pas mal, c'est de travailler un peu en projectif sur des ateliers de plus de créativité, de design fiction, où on va se projeter dans un horizon moyen terme, long terme, pour se demander que pourrait devenir notre produit à l'avenir et quelle relation on pourrait entretenir avec notre client. Donc, quel modèle d'affaires développer, mais tout cela est encore un grand chantier en construction et à achever. J'en ai terminé et je vais vous laisser avec mais vous Adrien. êtes formidable. Les universitaires, je n'ai pas l'école des mines, comment vous êtes formés, mais
quand vous dites on fait 20 minutes, c'est 20 minutes, c'est génial. C'était sans chrono. C'est la première fois qu'on n'est pas à la bourre. Et alors, ça a beaucoup réagi dans le chat. Il y a pas mal de questions, de choses voilà, dessus. Alors, moi, je rêve d'un nouvel imaginaire où vous interagissez sur le chat et vous posez les questions dans le Q&A. Mais il va pas retrouver des leviers pour y arriver parce que j'ai aucune question qui est arrivée là-bas. Donc, on a essayé de se dépatouiller avec Guillaume. Donc, on répondra au mieux aux questions à la fin. Alors, voilà, c'est vrai qu'on a eu deux éclaircissements, deux introductions avec deux pendants, à la fois sur les modèles et deuxième point sur le client, le marché, l'acceptation. Il y a eu pas mal de remarques disant ouais, c'est pas possible, c'est pas rentable, comment on fait, etc. Enfin, je vous les fais pas toutes ceux qui sont là, c'est normal, on est dessus. Ben justement, on va accueillir Adrien qui est entrepreneur et qui a cofondé l'entreprise Common, et je pense qu'il va light the fire, comme dirait Common Nuclear Fire. Et parce que pour le coup, c'est une entreprise qui est vraiment sur un modèle en termes de sobriété, et vous allez voir, il va très loin et il propose un certain nombre de choses, il remet en cause un certain nombre de modèles établis et il nous dira que bah, effectivement ça fonctionne. Alors est-ce que tu peux nous peut-être avant de rentrer dans tout le détail, de peut-être expliquer la structure, ce que c'est, et puis un peu et puis l'offre, et puis je sais qu'il y a un troisième point qui t'était cher, c'était un petit peu les perspectives au-delà même de l'entreprise. Est-ce que juste vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien et que vous voyez les slides? Alors, on voyait bien le slide, on entend bien, on te voit bien, on voyait le slide, par contre, on ne voit plus les slides, tu as appuyé sur quelque chose il y a deux secondes. Ah mince, alors attendez, parce que... C'est sur l'autre écran. Ouais. Vas-y. Oui, hop. C'est bon? Ça charge, ça charge. Je te dis, ouais, c'est bon, mais par contre, on n'est pas en mode présentation encore, on est en mode... Ouais, ça va venir, moi je sais pas. Ok. Mais bon, on a pris pour ça. Donc, merci pour l'invitation et ces deux superbes présentations introductives. Je m'appelle Adrien Montagu, je suis un des cofondateurs de la coopérative Common qu'on a lancée en janvier 2018. Et avant de commencer, en fait, je vais prendre la présentation à l'envers. Je vais répondre à une première question qui a été posée dans le chat, à savoir quid de la vision politique de la sobriété, car effectivement, on peut d'un côté sensibiliser les consommateurs, faire évoluer les imaginaires et nous, en tant qu'entrepreneurs, développer des nouveaux modèles économiques. Mais si dans le même temps, on a des décideurs politiques qui nous mettent dans le cadre de France 2030, ils nous annoncent France 6G, nous promeuvent l'intelligence artificielle comme la solution à tous nos maux. Et pour un sujet d'actualité, dans le cadre d'un projet de loi qui s'appelle de simplification de la vie économique, entendent qualifier les data centers hyperscale de Microsoft de projets d'intérêt général pour faciliter leur installation en France dans le cadre du développement de l'intelligence artificielle, eh bien, on a conscience là d'une forme de dissonance et c'est un peu comme si on demandait aux gens de rouler à 20 km/h en continuant à construire des autoroutes. Donc, évidemment, il faut des décideurs politiques ambitieux qui soient en phase avec l'urgence que l'on connaît. Mais c'est un peu moins de notre ressort, mais j'en parle quand même parce que une de mes fonctions chez Common, c'est chargé d'affaires publiques, et à ce titre, j'essaye avec mes petits bras et en partenariat avec des associations et d'autres acteurs d'influencer les projets de loi où notamment, par exemple, on a travaillé pendant de longues années à la conception de l'indice de réparabilité. Hein. Comme on l'a dit, ce n'était pas quelque chose de parfait, mais toujours est-il que quand on a l'opportunité d'essayer d'influencer ce qui se passe au niveau législatif, on le fait parce qu'on pense que c'est essentiel. Donc, le numérique, tout le monde sait qu'il a un impact significatif. On parle souvent de décarbonation. Je vais passer sur toutes les autres externalités, hein, mais si j'ai tiqué au début sur l'intelligence artificielle générative, c'est que, par exemple, ce type de technologie a des coûts de consommation d'eau douce qui sont astronomiques. Et ici, je vous propose une étude prospective de l'ADEME et de l'ARCEP qui est sorti il y a quelques temps de ça déjà, et qui propose 4 scénarios. Je vous en présente que 2 qui sont beaucoup plus dans la thématique du jour, à savoir le scénario coopération territoriale et le scénario génération frugale. Il y avait également le pari réparateur et le technologie verte, auquel, à titre personnel,
je ne crois un peu moins, puisque dans Paris réparateur, il y a déjà le mot Paris. Hein. Et celui qui m'intéresse le plus ici, c'est le scénario génération frugale, et notamment au niveau des parcs de terminaux en circulation, ben, on voit qu'on doit viser une forme de diminution des appareils en circulation. Et ça, c'est intéressant, puisque aujourd'hui, notamment sur les smartphones, ce qu'on observe, c'est une forme de saturation du marché. À peu près toutes les personnes en France et au-delà dans le monde sont équipés d'un appareil de ce type-là. Et donc, excuse-moi juste, Adrien, est-ce que tu passes les slides ou tu es toujours sur la première? Ah non, je suis théoriquement à la alors slide. Nous, on est bloqué, c'est pour ça que je me permets. Ah là là, mais c'est terrible. Je ne sais pas ce qui se passe. En fait, je veux bien que vous repreniez éventuellement la même parce que Microsoft Teams me fait des pop-up à répétition pour m'inviter à partager mon écran alors que je le fais une fois et en général. Vas-y, Guillaume, Axel, vous reprenez la main sur cette partie-là? Oh, yeah. Ils sont rapides. Ouais, merci. Ouais, bon. Ils ont dû détecter que j'avais une petite animosité envers les GAFAM et du coup, on me met des bâtons dans les roues. Mais bon. Donc, merci pour cette slide-là. Effectivement, donc, celle-ci, c'était pour présenter le scénario ADEME-ARCEP où il y avait donc un objectif de diminution de 20% du parc de smartphones notamment. Et donc, si on vient sur la slide suivante, on va voir donc qu'aujourd'hui, alors là, les statistiques datent un peu, hein, on parle de 2020. Ce qui est intéressant, ça serait de les comparer avec les statistiques d'aujourd'hui, mais globalement, le marché a tendance à saturer puisque l'ensemble des personnes sont déjà équipées d'un smartphone. Et donc, face à un marché qui est saturé, quand on a un intérêt économique à vendre des appareils, on va tout faire pour continuer à vendre, en fait, indépendamment du fait que les gens n'ont pas spécialement besoin d'appareils puisqu'ils sont déjà équipés. Et donc, on va mettre en place des innovations plus ou moins critiquables, plus ou moins utiles, hein, pour reprendre cette notion de juste développement technologique qui a été évoquée lors des précédentes présentations. Et on va mettre en place des campagnes promotionnelles agressives, des abonnements qui incitent à la surconsommation, comme c'est le cas notamment d'Amazon Prime. Et chez Common, nous, on a tendance à parler de surproduction plutôt de surconsommation, puisque on entend bien dans le choix des mots la responsabilité, et surconsommation aura tendance à faire porter la responsabilité sur le consommateur, quand surproduction interroge les pratiques des metteurs sur le marché. Et nous, c'est là où on essaye de se positionner. Et donc, si on va à la slide suivante, on a choisi de s'affranchir du modèle de vente en allant vers ce qu'on appelle donc l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui, comme cela a été dit, détache le bénéficiaire du service de la possession de l'objet. Et chez nous, on va proposer des abonnements avec, d'un côté, une sélection d'appareils les plus éco-conçus possibles, les plus responsables possibles. Donc, c'est notamment le cas du Fairphone, qui est très connu puisqu'il peut se démonter, se réparer très facilement. Et d'un autre côté, et c'est un des enjeux qui, pour répondre à une question, comment on s'assure que ce type de modèle a un impact plus intéressant, eh bien, on s'engage à ne jamais vendre les appareils qu'on met en circulation. Parce que si on développe des modèles de location, on peut développer des modèles de location qui soient complètement contre-productifs. Dans le textile, par exemple, il y a une entreprise qui propose des abonnements pour pouvoir changer d'habit très très vite parce que voilà, on se lasse. Mais non, ça ne fait pas de sens. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose un modèle de location sans option d'achat. Et notre coopérative s'engage à ne jamais vendre le produit, ce qui nous pousse à considérer les appareils comme des actifs à survaloriser, en fait. Et au-delà de la fin de vie des produits, nous, notre objectif, c'est de repousser cette fin de vie-là le plus loin possible et de repousser le recyclage matière de ces produits-là le plus loin possible, puisque je pense que je vais apprendre ceci à personne, le recyclage des produits électroniques aujourd'hui présente un nombre de défis très considérables. Et donc, ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est qu'après un premier cycle d'utilisation, si l'appareil nous revient qu'il est endommagé, on va le réparer, on va le remettre en circulation. Mais s'il n'est plus réparable, on va considérer cet appareil comme un réservoir de pièces détachées, ce qui permet d'allonger globalement la durée de vie de la flotte dans son ensemble. Et j'aurai un exemple concret dans une prochaine slide pour en parler. Si on va donc à la slide suivante, ici je vous présente une offre grand public pour les smartphones. On a aussi des ordinateurs, des casques audio, des tablettes. L'intérêt, l'enjeu pour nous, c'est de concevoir, en fait, toute l'entreprise est conçue autour de la réduction de l'impact
de nos offres en fait. Donc par exemple, là encore, on pourrait proposer des offres d'abonnement où après la première année de location, le client pourrait être incité à changer de modèle parce que là, on a le Fairphone 3 qui est illustré. Aujourd'hui, on est au Fairphone 5. Si un client il a une seule année d'engagement, après la première année d'engagement, il pourrait choisir de passer au Fairphone 4. Eh bien, s'il fait ça, il va perdre l'avantage financier que lui confère l'ancienneté sur le modèle qu'il a choisi initialement. Et donc, nous, on a une dégressivité du prix de 60% sur 5 ans avec le maintien du service, c'est-à-dire prise en charge des pannes, protection des casses, etc. Accompagnement et usage, renouvellement de la batterie, tout ça, ça ne change pas, simplement le prix diminue au cours du temps. Voilà, donc ça, c'est pour l'offre grand public. Sur la slide suivante, je vais parler de l'accompagnement au logiciel parce que l'intérêt des offres d'économie de la fonctionnalité, c'est vraiment de proposer le plus de services additionnels à l'objet. Parce que si les gens viennent chez nous uniquement pour acquérir l'appareil, eh bien, ils vont rapidement faire le calcul que acheter d'un côté ou louer chez nous, eh bien, si c'est juste l'objet qu'ils veulent acheter, c'est moins onéreux. Nous, ce qu'on propose, c'est l'objet et toute une gamme de services. Et là, en l'occurrence, on propose aux clients particuliers et pros, mais je dois dire que chez les pros, pour l'instant, on a peu de demandes, mais on a énormément, je crois, entre 10 et 30%, je crois, des clients, je n'ai plus le chiffre exact, qui prennent l'option dégoogliser, où en fait, on installe un système d'exploitation alternatif qui permet de reprendre la main sur ses données perso, qui allonge la durée de vie du produit, parce que là, on est sur des durées de mise à jour qui vont jusqu'à 10 ans, et qui est plus sobre, puisque bloquant toutes les interactions entre le téléphone et les data centers de Google en l'occurrence, l'appareil consomme nettement moins d'énergie et a besoin de moins de ressources pour fonctionner. Je veux bien qu'on avance. On a également des offres pour les pros et les collectivités, que ce soit pour les ordinateurs et les smartphones. Là encore, avec l'idée d'une offre de base, il y a différents niveaux d'offres en fonction de la qualité servicielle que l'on souhaite. Et on a un engagement de 24 mois. Et après, sur l'ensemble de la flotte, on a une réduction de 40% sur les prix, toujours dans cette idée d'accompagner le client vers plus de durabilité. Si on va à la slide suivante. Hop, merci. Donc, on m'avait demandé de faire un petit feedback sur quelles sont les motivations qui poussent les clients à souscrire chez nous. Donc, pour ça, j'ai choisi de prendre un des commentaires élogieux qu'on reçoit, puisqu'en fait, dans toutes les interactions support de service que l'on a, on envoie un petit questionnaire de satisfaction à la fin à nos clients. Ce que l'on observe, c'est que en termes de Net Promoting Score, depuis 2023, on a quelque chose d'assez correct, entre 80 et 90, ce qui est plutôt bien sur environ 1200 notes. Et parmi ces notes, il y a parfois des gens qui nous écrivent des romans pour nous dire à quel point on est super sympa et cool. Et donc, dans celui-ci, on voit qu'il y a quand même une forme de fierté de dire que on se dépossède d'un objet. On a la mise en avant de la qualité de l'écoute du service et le fait de participer à la création de nouveaux modèles et en l'occurrence aussi à contre-courant du modèle capitaliste, puisque je développerai ce point-là un peu plus tard. T'inquiète pas, tu as aussi des fans dans le chat. Oui, je vois les petits likes, les petits trucs. Mais je veux bien me passer à la slide suivante. Hop. Donc ici, c'est pour essayer d'étayer de manière un peu chiffrée la question de quid de est-ce que c'est plus intéressant de vendre d'un point de vue impact ou de louer des appareils. On a fait une première étude comparative avec nos partenaires Fairphone en octobre 2023 sur deux produits, à savoir le Fairphone 3 et le Fairphone 3 Plus. Le Fairphone 3 était sorti en 2019 et le Fairphone 3 Plus était sorti en 2020. Et ce qu'on observe, c'est qu'en taux d'usage, donc le nombre d'appareils en service rapporté au nombre d'appareils achetés, donc nous, Common, qui achetons des appareils à Fairphone, ou les nombres d'appareils produits Fairphone par Fairphone. Et ce qu'on observe, c'est que on a un taux d'usage qui est nettement supérieur chez Common que chez les utilisateurs qui ont acheté des Fairphone. Donc de l'ordre de 59% chez Fairphone et 92 ou 98% chez nous. Je veux bien passer à la slide suivante. Donc ici, c'est pour illustrer la plus-value d'une part des logiciels libres et d'autre part du fait de considérer la flotte comme un réservoir d'appareils de pièces détachées. On avait le Fairphone 2 était sorti en 2015, Common s'est lancé en 2018 et a commencé à commercialiser des offres de location avec un téléphone sorti en 2015.
Et on s'est développé, on a expédié un certain nombre d'appareils donc de Fairphone 2 neufs, et au cours du temps, les clients, puisque cet appareil était quand même assez engagé, il y avait un certain nombre de petits défauts parce que Fairphone avait voulu prouver que la modularité était possible et ils avaient poussé le curseur très très loin. Depuis, ils ont nettement corrigé ça. Mais à l'époque, ça représentait un certain enjeu en termes d'ergonomie et d'utilisation. Et donc, on a des appareils qui nous sont revenus. Et ce qu'on a fait, c'est qu'avec ces appareils qui nous sont revenus, on en a réparé un certain nombre, on a récupéré les pièces détachées d'autres pour en réparer d'autres. Et on a lancé une nouvelle offre commerciale en 2022 avec un système d'exploitation alternatif qui permettait de supporter le téléphone bien au-delà de ce que pouvait faire Fairphone, qui est dans le domaine un des acteurs les plus engagés, soyons clairs. Et encore aujourd'hui, on a une centaine de contrats actifs sur le Fairphone 2, ce qui est quand même une prouesse avec cet appareil. Je vais bien passer à la slide suivante, je suis à 14 minutes. On est donc une société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est un statut coopératif qui augmente la transparence, dans le sens où les clients, s'ils le souhaitent, peuvent être sociétaires, voter en assemblée générale, avoir accès au rapport d'activité, au bilan comptable, etc. On est sur une personne égale une voix. Il y a une lucrativité qui est limitée et très encadrée. On a aussi nos salaires qui sont encadrés. On est sur un rapport de 1 à 3, c'est dans nos statuts qui, si vous le souhaitez, sont accessibles en ligne. Vous l'avez sur notre site web à propos. Et il y a les statuts de la coopérative qui sont téléchargeables. Et on mène aussi des projets d'intercoopération. Donc là, je vous ai mis le partenaire avec qui on travaille le plus, à savoir Télécoop, qui est un opérateur coopératif orienté vers la sobriété dans la consommation de données. Donc là aussi, il y a toute une solution pour les gens qui veulent trouver des solutions alternatives au forfait, où on nous promeut toujours, voilà, changer de téléphone avec notre nouveau abonnement 5G. Voilà, là, en fait, Télécoop, ils ne vont pas faire ça. Ça va être plutôt l'extrême inverse. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est important pour nous. D'un point de vue marketing, là aussi, il faut être cohérent avec nos valeurs. Donc, pour revenir avec la méthode Bisou, là, c'est systématiquement questionner le besoin. Donc, sur notre site web, vous avez des différents CTA quand vous allez vouloir louer un Fairphone, mais il y en a un, c'est « En ai-je besoin ?» Et si vous cliquez dessus, ça vous envoie vers un bon de consommation différé qui invite le consommateur à conserver son appareil actuel qui fonctionne. Et si vraiment il est persuadé de venir chez nous plus tard, il peut acheter un bon d'achat qui est valable uniquement 2 mois après l'achat, et pas avant, qui n'a pas de durée de péremption et qui donne un petit avantage financier pour plus tard. Voilà. Et bien entendu, la question du besoin écrit en majuscule, c'est quelque chose qu'on met vraiment très souvent dans tous nos éléments de communication, comme dans notre dernière vidéo en date. Je veux bien avancer. Donc, sur la question des récits et comment diffuser de nouveaux imaginaires, là aussi, il se trouve qu'on a financé une thèse CIFRE sur les storytelling, et une des préconisations sur comment engager les gens vers notre modèle, ça a été de nous tourner vers la BD. Donc, durant l'été, au printemps plutôt, on a publié une mini BD qui projette notre protagoniste en 2064. Oui, alors, il y a une vidéo qui n'est pas sur YouTube, c'est la première, qui n'a pas été partagée dans le chat. Celle-ci, c'est sur YouTube, puisque c'est France 3 qui l'a publiée. Mais j'en conviens, il y a des alternatives à YouTube. Et donc, notre BD, vous allez la retrouver sur les réseaux sociaux, et on découvre ce protagoniste qui va évoluer et découvrir une société résiliente, sobre, qui fait face à les cités paumées, c'est les dernières cités technophiles. Et donc, voilà, on essaye de créer comme ça un avenir souhaitable, de rendre la sobriété souhaitable. Et c'est à ce titre qu'on a proposé, là, pareil, durant l'été, là, une campagne de retour des cabines téléphoniques pour faire une éruption dans le débat public et proposer un imaginaire alternatif. Ce qu'on voit, c'est que les médias vraiment se sont intéressés à ce sujet. On a eu une couverture médiatique qu'on n'avait jamais eue chez Common. Le truc, c'est que pour passer toutes nos lignes de com, par contre, c'est un peu plus compliqué, notamment sur la raréfaction des ressources, etc., etc. Ce qui est bien passé, c'était l'idée de déployer des cabines téléphoniques devant les écoles pour ne pas équiper d'enfants trop rapidement, ne pas équiper de smartphones les enfants trop rapidement. Je veux bien qu'on avance parce que je suis un peu en retard. On accompagne nos producteurs vers l'économie de la fonctionnalité avec des contrats de partenariat particuliers, où par exemple avec Fairphone, on achète les appareils à prix très réduit et on leur reverse des fees dans le temps long pour les intéresser à notre modèle durable. Et dans le cadre de ce partenariat, on a une visibilité augmentée sur leur site web.
On va aller vers la slide suivante, il me reste 2 ou 3, je crois. Je suis désolé, je carbure un peu. Et on soutient aussi des acteurs émergents. C'est le cas de Kern Device qui essaye de concevoir un ordinateur portable open source, open hardware. Ils en sont pour l'instant à l'étape du clavier. Et on a également Modixia qui, pour moi, est l'acteur d'avenir le plus avancé, sauf que pour l'instant, il est un peu trop en avance. C'est-à-dire que ce qu'il propose, c'est que sur les appareils portables, les ordinateurs portables qui ne sont pas reconditionnables parce qu'ils sont explosés, leur charnière ou autre, ils vont récupérer la carte mère et ils vont le mettre dans un châssis pour le transformer en ordinateur fixe. Donc, ils ont développé un châssis universel pour accueillir des cartes mères d'ordinateurs portables fonctionnels. Et de cette manière, on a une récupération matière qui est nettement supérieure que si on prend l'ordinateur portable, qu'on le broie et qu'on le met en recyclage matière. Mais pour l'instant, il faut trouver des clients qui souhaitent encore des ordinateurs fixes et ce n'est pas évident. Dernière slide, je pense qu'on est sur la conclusion. Oui, donc en conclusion, chez Common, on sélectionne des appareils éco-conçus. On considère la flotte comme un bien commun qui devient un réservoir de pièces détachées. On a un service à haute valeur ajoutée orienté vers la durabilité, de la conception marketing aux offres promotionnelles qu'on ne fait pas et ce genre de choses. On promeut l'utilisation de d'OS libre puisque ça augmente la durabilité. On invite systématiquement les clients à questionner le besoin. Il y a le cas d'un commercial, une fois qu'il y a eu une personne au téléphone. Oui, je veux changer d'ordi parce que le mien a un problème à la charnière. Et notre commercial a dit, mais attendez, c'est quoi le problème à la charnière? Ah ben elle est cassée. Ah ben vous savez, vous pouvez la réparer, tout ça. Et quelques semaines après, on a reçu une photo de la charnière en question où la personne avait mis un rivet avec son cousin. Enfin bon bref, elle était toute fière d'avoir pu réparer son ordinateur. Et cette personne, elle va continuer à utiliser son ordinateur. Et très clairement, je pense que le jour où on en aura besoin, elle repensera à ce commercial qui lui a demandé d'attendre, en fait, parce que dans la pub de l'ADEME, il s'était marqué que les dévendeurs, ils n'existaient pas encore. Ben, chez Common, ils existent déjà, quoi. Voilà. Et là où on a un peu plus d'avantages que les acteurs qui voudraient switcher, un acteur traditionnel qui voudrait aujourd'hui switcher d'un modèle de vente à un modèle de location tel que le nôtre, eh bien, il va avoir la pression actionnariale derrière qui exige de la rentabilité chaque année, en fait. Et nous, en fait, comme on a une lucrativité limitée, on est affranchi de cette pression actionnariale et c'est quand même très, très confortable. Et bien sûr, comme je l'ai dit en introduction, on plaide pour des mesures ambitieuses. Et donc là, par exemple, j'en ai mis une qui n'avait pas été du tout accueillie avec enthousiasme. C'était celle de l'interdiction de la pub sur les produits neufs, puisque si on continue à promouvoir des appareils neufs et dans le même temps, on demande aux gens de faire des efforts, sachant que le marché est saturé, ça ne fait pas de sens. Donc voilà pour ma présentation. J'ai dû un peu speeder, je suis désolé. Je souhaite... Non, mais c'est vachement bien, aussi bien que les limite. On est dans les temps et ça, je suis un peu embêté parce que d'habitude, je presse toujours pour la conclusion, Axel. Mais là, c'est 2 minutes de conclusion pendant lesquelles je vais me permettre de vous envoyer un petit chat pour un petit questionnaire de satisfaction. Et on a un certain nombre de questions auxquelles on va répondre après. Donc, ne zappez pas, restez avec nous. On continue. Super, Axel. vous m'entendez bien? Parfait. Du coup, c'est le temps de passer à la conclusion. Hop. Je pense qu'on parle au nom de toute l'équipe pour dire qu'on est très fiers d'avoir animé ce webinaire et puis d'avoir une qualité des intervenants qui était particulièrement exceptionnelle aujourd'hui, donc avec tout l'historique autour de la sobriété qui, je pense, vous a bien intéressé. Également voir un petit peu quels étaient les business models qui pouvaient être mis en place et qui pouvaient être considérés comme étant plus sobres. On a également eu la possibilité de voir en quoi la sobriété pouvait être un vrai enjeu, également de par son côté désirable et faire grandir cette désirabilité pour les produits que vous pouvez mettre sur le marché ou sur les concepts sur lesquels vous pouvez être en train de plancher. Et puis, je pense qu'on a eu un témoignage engagé et inspirant de la part d'Adrien et qui nous a permis de nous rendre compte que dans la pratique, ça marche. Donc voilà, j'aurais aimé mettre en avant ce triptyque autour de la sobriété que l'on veut à la fois tenable, désirable et rentable. Et ça, c'est vraiment très important de pouvoir le mettre en avant. Et nous, en tant qu'éco-organisme, on pense qu'on a vraiment le devoir, la responsabilité, la mission également de vous inspirer sur ces sujets de sobriété.
On pense souvent au triangle de l'inaction, et nous, on pense que chez Écosystème, on a toute cette possibilité de mettre en action ce triangle et puis d'être un petit peu à l'interface entre les pouvoirs publics, les consommateurs, les entreprises, et faire en sorte que tout ça aille dans cette direction, donc plutôt à gauche ou plutôt à droite. Voilà, j'ai mis les flèches dans les deux sens exprès pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, mais que nous devons tous aller dans la même direction. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, pour nous, c'était vraiment super. C'est le moment peut-être d'introduire le prochain webinaire qui sera peut-être un petit peu moins inspirant. Quoique, on a bien travaillé le titre. Donc retenez la date du 11 octobre pour ce webinaire intitulé Sagas dans la filière des équipements ménagers et professionnels. Oui, à condition d'avoir la conception et le traitement adéquat. Donc on parlera notamment du traitement des équipements de froid contenant des gaz réfrigérants. Et on vous expliquera comment ça marche et les nouveaux projets qui sont en cours au sein d'Écosystème pour adresser ces différents enjeux. Donc merci beaucoup à tous et puis je pense qu'il est temps de prendre quelques questions, Samuel. Tu es en mute. Tu es en mute, Samuel, on t'entend pas. C'est le GAFA qui me bloque, comme dirait Adrien. Oui, je dis, si, je vois des mains levées, donc n'hésitez pas à passer d'abord par le Q&A et au besoin, dites si vous voulez prendre la parole dessus, parce qu'on a déjà des questions auxquelles on va répondre. Moi, c'est une question un peu à tous nos intervenants d'aujourd'hui, mais ils y ont répondu en partie, notamment Adrien. C'est plus la problématique de ne pas oublier qu'une entreprise doit être rentable. Donc, comment bien proposer, même, enfin, Adrien, tu pourras peut-être rebondir dessus aussi, et puis nos chers chercheurs, parce que sur des exemples, c'est-à-dire, l'idée, c'est pas de vendre moins, c'est de vendre différemment. Donc, est-ce que vous peut-être corroborer que c'est pas forcément comment dire, un frein à l'économie, quoi? En fait, c'est pas. Alors nous, effectivement, on s'est lancé avec ce modèle-là, donc passer de, c'est facile de dire, oui, regardez, ça fonctionne. Aujourd'hui, on a 30 salariés. Pour répondre à une question là, on a on a près de 6000 appareils en circulation. Toutefois, à un moment donné, collectivement, il faudra qu'on produise moins d'appareils. Donc, ça va à un moment forcément devoir se répercuter sur la façon dont on met les appareils en circulation. Si on veut passer d'un modèle de vente à un modèle de location en continuant à sortir un nouveau modèle chaque année pour se différencier, attirer le chaland, etc., ça ne fonctionnera pas en fait. Ça sera une énième façon de faire du greenwashing. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pour répondre à... En fait, moi, le point pour Benjamin et aussi Chloé, hein, le point, c'est de dire la création de valeur, elle se fait aussi ailleurs. On voit que dans l'offre common, il y a un service qui n'est pas celui qui est ailleurs. Et ce service, c'est aussi un point économique, puisque c'est des emplois en France, etc. Voilà, on crée. Ce que j'ai compris, moi, mais peut-être que je me trompe, hein, des interventions, c'est que on pouvait créer de la valeur économique sans forcément amener des produits en tout cas en économisant les ressources d'une certaine manière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point-là et éventuellement, est-ce que vous avez des exemples sur lesquels appuyer? De mon côté, oui, absolument. À ce que tu dis, il me semble que quelqu'un a bien répondu aussi là-dedans sur le chat en disant qu'il y a des services additionnels qu'on peut proposer et qu'en effet, il peut y avoir une décorrélation entre la consommation de ressources et la création de valeur. Et que c'est tout ça l'enjeu de passer sur d'autres modèles d'affaires et de transitionner vers d'autres modèles d'affaires. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, parce qu'en effet, il y a des attentes actionnariales, par exemple, dans les entreprises. Et d'où le questionnement, par exemple, de Clinidex de c'est quoi des parties prenantes qui sont satisfaites, à savoir c'est quoi des actionnaires satisfaits, qu'est-ce qu'ils attendent comme création de valeur, et potentiellement, est-ce qu'on peut être viable de manière satisfaisante sans forcément avoir une croissance exponentielle. Voilà de mon côté. Peut-être Chloé, il y a des éléments Oui, je vais de dans ce sens-là ajouter? également.
Oui, la création de valeur, elle passe aussi elle passe par la proposition de service, c'est sûr. Moi, j'avais en tête un exemple d'une entreprise québécoise qui vendait un produit, bon, une alternative à ce qui est chimique pour lutter contre l'apparition de mauvaises herbes. Et à la place de le vendre, s'est mise à vendre en fait un service de conseil pour voir ce dont les clients avaient véritablement besoin. Et donc, on passe de la vente d'un produit qui était vendu dans des quantités inadaptées, à des concentrations inadaptées, etc., à la mise à disposition de la quantité adaptée. Et ça me parle beaucoup, ce concept de sobriété fonctionnelle sur vraiment le juste besoin. Et puis, ce qui peut être valorisé, c'est l'expertise de ce fait-là, la connaissance du produit ou les éventuelles alternatives. Finalement, c'est peut-être plus exactement la même chose qu'on va vendre. Et donc, c'est vraiment par la proposition de service additionnelle qu'on va capter la valeur, par l'expertise, la mise à disposition de compétences. Et puis, on tisse également davantage une relation dans le temps avec le client, là où d'habitude, ça se passe juste à l'acte de vente et puis après, on perd potentiellement contact. Il y a pas mal de modèles d'affaires sobres qui permettent de développer des relations dans le temps, donc de la confiance, et puis on y revient, ou bien on en parle autour de soi, et ça permet aussi d'assurer un certain rayonnement, une certaine notoriété. Ouais. Et justement, c'est vrai qu'on a pris pas mal d'exemples sur le marché, je veux dire en anglais B2C. Adrien, tu faisais la remarque que c'était plus compliqué, toi, sur le B2B, de proposer la solution common. Est-ce que vous avez des réponses? Enfin, est-ce que c'est des champs qui peuvent être adaptés en B2B? Alors, peut-être Adrien, Alors, je vois que tu voulais. ouais, c'était pas en fait, c'était la solution de dégooglisation sur smartphone, elle ne prend pas bien en B2B. Par contre, notre Ah. solution globale, aujourd'hui, 50% de notre chiffre d'affaires, c'est le B2B et 50% c'est le B2C. Donc, elle prend bien en B2B aussi, hein. Donc, pour moi, c'est limite plus facile à faire prendre en B2B qu'en B2C parce que en B2C, il y a quand même, notamment sur le smartphone, un sentiment c'est le smartphone, c'est un peu le doudou, hein, de nos générations, hein. On en est complètement addict et on a en fait, bon, on nous rend addict à cet outil par le développement d'applications qui sont designées pour phagocyter notre attention, hein, mais ça, c'est notre sujet. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de faire accepter notre solution chez le grand public que chez les pros qui ont l'habitude de la location, etc. Dans le domaine du marché public, là, il y a d'autres freins réglementaires pour le coup, qui seraient peut-être un peu trop ennuyeux à développer. De votre côté, Benjamin, Chloé, sur cette partie-là, vous avez Oui, étudié les exemples? J'irais dans le même sens qu'Adrien. Effectivement, la plupart, alors particulièrement en économie de la fonctionnalité, je pense la plupart des exemples qu'on a traditionnellement, c'est plutôt en B2B et historiquement. Si on reprend les cas de Xerox, de Michelin, de Target aussi sur les moquettes qui s'est beaucoup développé. En général, en B2B, c'est vrai qu'on a plus facilement accès à un interlocuteur pour un business beaucoup plus large, là où le défi avec des consommateurs particuliers, il y a beaucoup plus d'enjeux sur la logistique, par exemple, sur la mise en contact avec un nombre de consommateurs assez dispersés, que ce soit sur le territoire, etc. Donc en B2B, ouais, finalement, je pense qu'on sous-estime même le nombre de modèles qui existent déjà sans qu'on les nomme comme ça, et peut-être qu'on ne les exploite pas suffisamment jusqu'au bout sur une logique d'économie, d'impact environnemental, mais il y a déjà beaucoup de choses qui se louent, etc. Donc finalement, le B2B est assez plus simple aussi à mon sens qu'en B2C, ce qui ne veut pas dire que ce soit impossible en B2C. Il y a eu des expérimentations, on a discuté d'exemples, mais effectivement, j'irai dans ce sens-là. Justement, moi, j'aimerais rebondir sur ce point un peu des imaginaires et autres, où je souviens d'avoir lu des études il y a longtemps, c'était sur les écrans de télé, et on voyait une multiplicité des écrans de télé dans les catégories socio-professionnelles plus basses, parce que c'était une ouverture au monde, c'est comme ça qu'il expliquait.
et que, à contrario, sur les plus élevés, c'était justement de ne pas en avoir. Et est-ce que vous voyez apparaître justement des franges de population, alors peut-être que nous, on est dans le truc des Indiens, qu'on est dans l'entre nous, mais moi, je connais de plus en plus de gens qui n'ont plus de smartphone personnel, en tout cas, ou qui souhaitent plus en avoir, ou qui limitent largement les usages. Et le fait d'avoir un Fairphone comme facteur de différenciation sociale, est-ce que c'est des choses que vous voyez apparaître et croître? Oui, on voit ce phénomène-là. Alors, effectivement, il y a toujours des couches, catégories socio-professionnelles plus aisées qui ont un intérêt assez marqué pour la sobriété, même si bon, il y a aussi des paradoxes, parce qu'il y a toujours cette valorisation sociale de la consommation, donc il peut y avoir des paradoxes. Là où sur des catégories socio-professionnelles moins aisées, il peut y avoir une connotation de la sobriété un peu plus vécue comme contrainte que comme un mode de vie choisi, etc. Bon, là aussi, quand on parle sobriété, ça couvre un champ large et ça englobe la sobriété énergétique, etc., qui peut être plus vécue comme une précarité, donc c'est plus global. Et puis il y a des effets de génération aussi, avec là aussi tout un tas de paradoxes, parce qu'on a des générations jeunes beaucoup plus sensibilisées et qui sont prêtes à revenir sur des choses. Bah, on parle de comportement sur l'avion, etc. On voit des vraies transformations. À côté de ça, ce sont aussi ceux qui, sur d'autres volets, sont les plus sujets au renouvellement de produits. Donc, il y a cet effet-là, avec toutes les contradictions aussi que ça mène, mais on les constate en effet. Très bien. J'ajouterais là-dessus, ça veut juste rapidement que pour être sobre, on a vu qu'il s'agit de supprimer le superflu. Donc, pour supprimer du superflu, il faut avoir une consommation déjà ostentatoire. Donc, en termes de catégorie socio-professionnelle, c'est assez logique finalement que ça se joue surtout à cet endroit-là, parce qu'il faut être dans l'excès pour devenir sobre. Aussi. Bon, je suis pas inquiet, on l'est tous, hein. Moi le premier. On peut faire mieux. Quelques questions, là, peut-être plus pour Adrien, qui est plus sur l'opérationnalité. Voilà. La question, c'est la difficulté à avoir, parce que là, si tu veux, ce qu'on comprend, c'est que tu as pu identifier un certain nombre d'entreprises, et pas tant que ça, qui ont bien voulu basculer ou qui étaient déjà créées. On parle de Fairphone, et j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Mais quelle est la capacité à arriver à engager les plus grosses boîtes d'électronique qui mettent à disposition ces produits-là? Est-ce que tu sens que il y a un aspect d'échelle ou autre, ou une modification de leur trajectoire? Alors, il y a un fort intérêt sur ces sujets, hein, et il y a plein d'entreprises qui se penchent sur la question. Pour moi, le plus gros frein, c'est vraiment le mindset des investisseurs derrière et les normes comptables associées. Parce que il faut vraiment, en fait, même nous, alors qu'on s'est créé comme ça, la façon de présenter nos comptes, on va pas, enfin, le CA annuel chez nous, il ne veut pas forcément dire grand-chose. On a un CA de portefeuille, c'est-à-dire qu'on peut projeter un chiffre d'affaires à venir, en fait. Et ça, déjà, rien que ça, c'est parce qu'on a des durées d'engagement fermes. Et donc, juste ça, déjà, c'est un peu une révolution de ne pas être capable de dire, OK, mais alors là, vous êtes rentable ou pas cette année-là? Oui. Bon. Donc, il y a énormément à faire pour acculturer le monde de la finance à ces modèles-là. Et les entreprises, quand elles vont essayer de se lancer, des fois, en fait, ils vont avoir pour le coup 2 départements commerciaux qui vont travailler limite en concurrence l'un l'autre. Et donc, déjà en interne aussi, ça peut créer des tensions. Ça avait été un témoignage qui avait été fait sur une table ronde dans laquelle j'avais participé à l'époque. Donc, partir de l'existant pour switcher, c'est beaucoup plus dur que partir comme on l'a fait nous, ex nihilo, quoi. Donc, voilà. Okay. Mais en tout cas, l'intérêt sur ce modèle, il est fort. Et nous, on fait tout pour essayer de le promouvoir. Et on essaye aussi de plaider au niveau de l'État pour, par exemple, que les collectivités, elles n'aient pas uniquement pour objectif d'acheter 20% d'appareils reconditionnés, mais qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une petite partie des flottes dans les collectivités qui soient
dédié à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, mais encore faut-il bien normer ce qu'est le FC. Et donc pour ça, pareil, on participe à pas mal de concertations, on répond énormément à des sollicitations des agents de l'État pour définir et encadrer ce que pourrait être de l'EFC vertueuse, parce que y a à boire et à manger, quoi. Ok. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui connaît la méthode Bisou qu'on a vu apparaître? Parce que ça a un peu discuté sur la méthode Bisou. Il y a quelqu'un qui pourrait en parler en quelques mots? J'ai cru comprendre que c'était un outil de l'ADEME, mais non? Ou l'un d'entre vous, hein, levez la main, quelqu'un qui connaît Bisou, hein, on essaiera de vous donner. Oui, en fait, alors, bon, j'ai plus l'acronyme exact, voilà, mais c'est 5 Oui, moi questions non à se plus, je l'ai pas en poser. tête. Et on avait fait un article de blog là-dessus, comme besoin, comme immédiat, comme semblable, comme origine, comme utile. Donc la première question de Bisou, c'est le besoin, quoi. Voilà. C'est poser la question du besoin. C'est une checklist en fait, Ouais. des questions à se poser. Je pense que c'est Ok. quelque chose qui a émergé dans la sphère minimaliste. Je ne suis pas sûr que ça soit l'ADEME qui ait lancé ça. Non, en tout cas, ils l'ont promu Ouais. voilà, derrière. Moi, je me souviens qu'à l'époque, on venait à est-ce qu'on a quelque chose qui fonctionnellement répond déjà à ce qui est proposé, mais j'ai l'impression que c'est une adaptation et un truc plus simple qu'un truc d'ingénieur. En tout cas, il me reste vraiment à vous remercier toutes et tous, à la fois vous, chers auditeurs, d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui, puis aussi actifs sur le chat. Je remercie ceux qui ont fini par basculer sur questions-réponses sur la dernière partie de notre webinaire, et puis écosystème pour l'organisation et l'ensemble de nos intervenants, parce que voilà, ça a été... Voilà, ça nous a changé du module du Young, de la température de fusion du plastique. Et on a été sur quelque chose, je pense, d'un peu plus prospectif. Peut-être un mot de la fin, Axel? Non, encore une fois, très fier d'avoir pu organiser ce webinaire et puis un immense merci à tous les participants et surtout à nos super intervenants du jour. N'hésitez pas à suivre leurs travaux, leurs entreprises pour faire en sorte d'aller dans le bon sens. Surtout, n'achetez pas voilà, essayez de mieux produire et mieux consommer. Voilà le résumé de ce super webinaire. Voilà. Donc, merci à tous. Au revoir et on vous dit à bientôt. N'oubliez pas dans le lien pour venir au prochain webinaire, comme vous l'avez vu, parce que ça gaze chez Écosystème. Allez, à bientôt, au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.